Cette rentrée 2004 semble placée sous le signe de Humo. Les éditions JMG rééditent un bouquin produit par Martine Castelot, autrefois paru chez Lafon, je crois, initialement paru chez Lafon, mais surtout, et c'est notre invité aujourd'hui, le livre de Christelle Soval, Humo, un dieu venu d'ailleurs. C'est sorti très récemment. Ce livre est préfacé par André-Jacques Holbeck, qui a souvent eu l'occasion d'intervenir sur cette antenne à propos d'Humo depuis 2 ans déjà, et également en compagnie de Jean Paulion, le traducteur des lettres humites. Alors faisons un point rapide. Il s'agit de lettres envoyées à des personnes choisies au fil des années. Ça fait maintenant 40 ans que ça dure, et ces lettres ont été rassemblées. Ça fait plus de 1000 pages. Elles sont publiées en l'état sur le net. Et André-Jacques Holbeck a senti, il y a 1 an et demi à peu près, que le moment était venu de faire un forum autour de ces publications, un forum de débat permanent, quotidien sur le net. Et ça a donné lieu à une liste d'abord, puis 5 listes en spécialisant. Nous le saluons, il est à l'antenne par le moyen du téléphone, et il a préfacé le livre de Christelle Soval. Bonjour André-Jacques. Bonjour Didier. Bonjour Christelle, par la même occasion. Bien, André-Jacques, pourquoi avoir choisi de préfacer ce livre de Christelle Soval? C'est une bonne question. D'abord, je voudrais dire bonjour à tous aussi en même temps, à tous les auditeurs habituels et nouveaux de Ici et Maintenant. Alors pourquoi j'ai accepté de préfacer ce livre? Eh bien, on peut dire que c'est un livre qui est un petit peu à un autre niveau que la majorité des livres ufologiques. Enfin, à mon sens, je l'ai ressenti comme ça. Christelle Soval a pris de la hauteur par rapport à l'ensemble des écrivains ufologues, en intégrant au sein de son ouvrage, et en fait, en plus, il y en a 2 en préparation, il vous en parlera peut-être plus tard, une réflexion métaphysique, religieuse, mais qui est en même temps une réflexion scientifique. Alors, si tu veux, ce livre m'a beaucoup plu, parce que ce n'est pas un simple rappel des faits, c'est également une réflexion très très profonde, et je crois qu'il était temps qu'il y ait autour du mot une réflexion profonde. Alors, il y a déjà eu pas mal de livres qui sont sortis autour du mot. Il y a eu tous les livres de Jean-Pierre Petit, bien sûr. Le livre de Ribera. Je parle des livres qui sont connus en français. Il y a eu, bien sûr, le livre de Jean Paulion, qui est Humo de vrais extraterrestres, qui est une étude, disons, plus orientée sur le langage. Et il y a eu des livres plus scientifiques aussi, par exemple le livre de Vicence Soleil Ferré, qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle, la traduction du titre, c'est « À la recherche d'un mécanisme évolutif intelligent », qui n'est pas exactement un livre sur Humo, mais qui est un livre issu de la réflexion à partir des textes humites. Alors il y a eu aussi un livre qui n'est plus trouvable, je crois, c'est le livre d'Enrique Lopez Guerrero, le père Guerrero, c'est Mirando a la Lerania del Universo. Je pense pas qu'on puisse le traduire en français puisqu'il n'a pas été traduit en français. Il y a eu un livre de Juan Dominguez Montes qui s'appelle El Pluricosmos, et puis il y a eu un livre de Raphaël Fariols qui, je crois, maintenant est disponible chez Aldan, mais j'en suis pas absolument certain, et qui s'appelle L'homme, le cosmos et Dieu. Mais je pense pas qu'il ait été traduit non plus. Donc, peu de livres, en fait, aussi profonds, à mon sens, que celui de Christelle Soval. Et c'est la raison pour laquelle, donc, j'ai été très heureux de pouvoir faire cette préface. Alors, quand même quelque chose que je veux dire, il y a un truc qui me gêne dans ce livre, c'est le titre. Humo, un dieu venu d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent l'affaire Humo, Humo, c'est pas un dieu, c'est une planète. Le nom de leur dieu, enfin, du dieu qui nous serait commun, c'est Voa, W-O-A. Et je crois que Christelle Soval avait choisi d'abord Humo vers une preuve scientifique de Dieu avec un point d'interrogation. Mais bon, tout le monde sait ce que sont les éditeurs, c'est eux qui choisissent les titres, et j'avoue que j'aime moins le titre actuel. Mais enfin, c'est un détail donc.
En l'occurrence, mon éditeur n'a pas choisi le titre. C'est moi qui, sur une indication de Jean-Pierre Petit, finalement, ai trouvé que ce titre était pas mal. Effectivement, il est faux dans le sens où Oumo n'est pas un dieu, mais une planète. Mais effectivement, je me suis dit que les lecteurs pourraient se retrouver par l'accroche Oumo. Alors que si je mettais waouh, on aurait pu penser à autre chose. Absolument. Bon, de toute façon, c'est un détail. Je veux dire que ce qui est important, c'est pas spécialement le titre, c'est avant tout ce qu'il y a dans ce livre. Et donc, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié parce que on aborde là des aspects qui sont un aspect, disons, encyclopédique de la réflexion autour du mot. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place avec les listes de discussion. Alors bon, ces listes de discussion, il faut pas croire que ça réunit des milliers de personnes. Il y a à peu près 200 personnes qui sont inscrites. Il y en a disons en gros une trentaine qui interviennent assez régulièrement. Mais en 2 ans, il y a quand même eu 10 000 messages échangés. Comme il y a quand même quelques scientifiques de très très bon niveau sur ces listes, on peut dire quand même qu'on a avancer dans le défrichement, dans la compréhension, que ce soit au niveau cosmologique, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau biologique, que ce soit au niveau logique. Voilà, ça c'est une première explication. Je voudrais justement en profiter pour vous remercier chaleureusement de la préface que vous m'avez offerte. Ah oui, je précise qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est exact. Non, c'est tout à fait exact. Nous avons pas mal correspondu par courriel, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés, effectivement. Oui, alors dans cette préface, André Jacques, tu choisis le grand classique du comptage du temps de l'humanité, équivalent, je sais pas moi, 5 milliards d'années, équivalent à une journée. Oui, alors j'ai pris le problème un petit peu différemment. En fait, j'ai dit un siècle ne dure qu'une seule seconde. Ça donne, disons, une échelle qui est tout à fait impressionnante. Le Big Bang, c'était il y a 5 ans sur cette échelle. La Terre s'est formée il y a 18 mois. 4 milliards et demi d'années, ça fait 18 mois. La vie est apparue il y a 14 mois sur cette échelle, toujours un siècle égale une seconde. Les primates, c'est apparu il y a 8 jours. Les dinosaures, ils ont disparu il y a 7 jours à peu près. Enfin, bon. L'Homo sapiens, c'était il y a 6 minutes. Et le Christ est né il y a 20 secondes. Ouais. Et notre vie terrestre, eh bien, c'est une seconde si nous avons de la chance. Et là, on en déduit, enfin, tu en déduis. Alors, moi, j'en déduis, c'est une déduction qui est relativement courante dans le milieu ufologique. Disons, compte tenu de ces durées, si on imagine que sur cette durée, l'Homo sapiens 6 minutes sur une durée qui correspond à la naissance de l'univers de 5 ans, ou de la création des planètes, même 18 mois, quelques minutes de décalage, si une seconde égale un siècle, une minute ça fait 60 siècles. Hein. Donc quelques secondes de décalage ne seraient pas du tout étonnants dans l'évolution de vie sur d'autres planètes. Et donc, on a du mal à imaginer quelle sera notre évolution technique dans, je prends un exemple, 5 minutes, 30 000 ans. On n'en sait rien. On ira se balader sur les planètes, c'est évident, si toutefois l'homme n'est pas assez fou pour faire sauter sa planète avant. Ce qui peut arriver, les lettres humides citent d'ailleurs un cas d'une planète qui avait envoyé un message et quand ils sont arrivés, il n'y a plus rien. Donc, moi je pense que l'ensemble de l'évolution est relativement progressive d'une manière identique dans l'ensemble, au moins dans notre galaxie, dans l'univers, j'en sais rien non plus. Les humides nous disent qu'ils n'ont pas réussi à dépasser les limites de la galaxie, et en fait je crois même qu'ils n'ont pas dépassé ils sont tout nouveaux dans l'exploration spatiale. Donc, ils sont pas encore allés très très loin. De là à aller sur une autre galaxie, est-ce que des civilisations ont réussi à changer de galaxie? C'est moins que certain. Je dois à Christelle Seval une très belle image. Si on imagine que la galaxie c'est la France, nos plus proches voisins sont, Christelle va peut-être me reprendre si je me trompe, mais à 50 mètres, je crois, ou à 40 mètres. Ou à 150 mètres, enfin. Oui, enfin bon, 150 une mètres. Distance voilà. Très courte. Pour nos plus proches voisins ou pour Humo? Pour Humo. Pour Humo, 14 années-lumière, 150 mètres. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ça, nos plus proches voisins, à 40 mètres, c'est Alpha du Centaure, par exemple. Voilà. Voilà, c'est un problème pour une physique qui a à peu près un siècle comme la nôtre, mais ce n'est pas un problème si on se donne un peu de temps pour se perfectionner
notre pensée à la fois et nos outils techniques. Absolument. Alors bon, je pense que nous sommes vraiment à l'aube de notre civilisation, de notre humanité. Le problème de l'homme, c'est qu'il est quand même très très prétentieux. C'est dû à plein de raisons religieuses, sociologiques, des découvertes scientifiques. Disons que l'homme, l'humain, l'homme de la Terre, est persuadé par toute une information, je dirais religieuse, parce que il est le fils de l'homme, il est l'homme choisi. Il y a dans toute cette idée le fait que nous sommes seuls dans l'univers. Et à partir de là, nous avons développé, avec cette certitude et cette prétention qui nous gonfle, qui nous fait devenir la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, nous avons développé de la recherche technologique qui aboutissent à des armes absolument destructrices, fabuleuses, tout ce qu'on veut, à des progrès aussi, à une libération de l'homme, à une libération de la main, à une libération de l'outil qui nous permet de réfléchir. Mais je crois que nous ne prenons pas le temps de réfléchir à cet aspect qu'il a si bien développé dans son livre, qui est cette réflexion métaphysique. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui avait été écrit avant, dans les livres qui ont été écrits avant, la réflexion métaphysique correspondait en général à un paragraphe, 2 paragraphes, etc. C'est le premier livre, à part les livres espagnols, les 2 livres espagnols que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le livre de Guerrero et le livre de Fariols, c'est la première fois, je crois, qu'on écrit un livre, disons, dont le sujet est humour et qui est orienté vers la métaphysique. Oui, en effet, j'ai fait le même constat. Et déjà, ça donne 480 pages. C'est uniquement la partie métaphysique qui, pour l'instant, a été rassemblée. Et c'est déjà un document d'étude conséquent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par métaphysique? C'est le discours qui a trait à l'âme, à la conscience, à la vie après la mort, à Dieu. Par définition, la métaphysique transcende la physique, elle la dépasse. Et malgré tout, l'outillage scientifique est utile en métaphysique. Je prends l'exemple de la théologie naturelle. On utilise les armes du discours, de la logique, pour prouver l'existence de Dieu, de l'âme. En fait, on utilise la connaissance que l'on a de l'univers et des lois qui le dirigent dans le même objectif. Mais ce n'est pas suffisant pour véritablement atteindre et cerner la transcendance. Maintenant, ce qui nous apparaît comme de la métaphysique dans les discours humites, traitant de l'âme, de la mort, de Dieu, etc., n'en est pas vu de leur côté puisqu'ils ont acquis ces connaissances de manière, disent-ils, scientifique, reproductible. De ce point de vue, ils ne font pas de métaphysique, ils font seulement de la physique. Donc métaphysique est un terme inapproprié finalement vu du côté humo. En fait, ils se déclarent agnostiques, et c'est-à-dire que seul ce qui est accessible à l'expérimentation compte pour eux. Voilà. Et réconciliation de ce qu'on appelle nous, science et religion. Oui, c'est ça. C'est comme disait Teilhard de Chardin, au fin fond de la science, on renoue avec Dieu, avec la religion. Et le maître mot chez les humides, c'est fonctionnalité, n'est-ce pas, JH? C'est la fonctionnalité, c'est-à-dire que, comme vient de le dire très bien Christelle, c'est que on ne considère comme acquis que ce qui est prouvable. Bon, attention, c'est le message que nous recevons à travers les lettres. Ces lettres, il faut penser effectivement qu'elles représentent plus d'1 millier de pages, 1300 pages environ maintenant. Les dernières reçues datent la dernière reçue d'une manière, disons, que nous pouvons valider comme étant une lettre humide, date du mois de janvier 2004. Il y en a eu une autre au mois de juillet sur lequel il y a doute. Donc pour l'instant nous l'avons classé en hypothétique. Mais disons que les contacts ont repris depuis un peu plus d'1 an avec ces correspondants. Pour l'instant je ne peux pas les appeler autrement puisque je ne les ai pas encore rencontrés. Moi non plus. Je voudrais constater ensemble que s'il doit y avoir supercherie, elle dure depuis 40 ans, et également souligner que ces lettres étaient destinées à une cinquantaine de personnes, avec une menace qui pesait sur elles de tarir la source d'information pour peu qu'ils se risquent à en parler à l'extérieur. Oui, alors, effectivement, et il faut quand même pas oublier que cette menace perdure toujours.
une des dernières lettres reçues signale que si nous faisions trop de publicité autour de l'affaire Humeau, les envois cesseraient. Il est possible qu'après tout, nous en fassions un peu trop, puisque les envois ont cessé depuis le mois de janvier. Ceci dit, moi je suis quand même optimiste. J'essaye, et je sais que l'ensemble des participants essayent de ne pas faire, disons, de gros battages médiatiques autour de cette affaire. Le site internet fonctionne à peu près tranquillement. Il y a eu, disons, en moyenne, il y a 40 000 visites par an, ce qui n'est pas énorme. Quand on voit ce faible nombre de gens inscrits sur ces listes de discussion, on s'aperçoit que c'est un petit peu comme l'ensemble de l'affaire, enfin des ovnis. Il y a un rejet parce que on a ces acquis culturels qui datent de 3000 ans, et ça, on a beaucoup de mal à changer de paradigme. Et on retrouve ce problème de changement de paradigme dans énormément de recherches scientifiques ou je pense à l'économie par exemple, hein. Ouais. C'est un sujet que je connais bien. Alors, personnellement, je pense que c'est la fin des religions telles que nous les connaissons. Enfin, quand je dis la fin, ça va peut-être durer encore un siècle, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que les réflexions métaphysiques qui vont donc maintenant un peu plus loin et qui sont relativement supportées par la science. Ce n'est pas un secret, nous avons mis en place des expériences sur la recherche du rôle du krypton dans le développement des cellules. Alors, si nous aboutissons, je dis bien si, nous aboutissons à démontrer que le krypton est absolument indispensable, comme c'est écrit dans les lettres humides depuis 40 ans. Parce qu'il est le lien entre la cellule et l'âme collective, ou entre le cerveau et l'âme. Bon, alors, on ne pourra pas déterminer entre le cerveau et l'âme, mais on pourrait peut-être déterminer le lien du krypton entre la cellule et l'âme collective. Si on arrive à prouver que une cellule sans krypton ne peut pas se reproduire, on aura déjà fait un petit pas en avant au niveau scientifique. C'est ce genre de réflexion, mais on peut aussi parler des univers gémellaires ou autre chose. C'est ce genre de réflexion qui va petit à petit, mais il faudra encore un siècle, hein, il faudra encore des générations, petit à petit amener à penser que, bon, d'abord ces messages ont une grosse part probablement de vérité, mais aussi que ce qui est important, c'est que la science est un support à la réflexion métaphysique, religieuse, appelons-le ou spirituelle, appelons-la comme on veut, mais ne doit pas être un but en soi. Voilà, ça c'était à peu près tout ce que j'avais à dire moi à ce niveau-là, et je vais écouter maintenant Christelle avec vraiment un grand plaisir. J'ai encore une ou deux réflexions à te faire préciser. Est-ce que, faisant partie toi-même d'un corps expéditionnaire, est-ce que ça te semble tellement logique pour ne pas produire un effondrement culturel, économique, social, etc., religieux, de communiquer uniquement par le moyen d'instiller des pensées à travers des lettres et surtout pas de photos, surtout pas d'objets? Est-ce que ça ne paraît pas finalement extrêmement logique? Absolument. Et c'est vrai que c'est une évolution de ce que je pensais. Je le pensais pas il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, je me disais, mais bon Dieu, pourquoi il se montre pas? Pourquoi on a des milliers de témoignages, rien que il y a plus de 1300 témoignages de pilotes qui sont confirmés, etc. Et des centaines de milliers de témoignages de témoins partout. On se dit, bon, c'est quand même étonnant. Ils se font voir, mais pas trop. Ils nous laissent des traces. Je pense, par exemple, au Crop Circles, mais pas trop. On n'arrive à rien prouver. Et tous les ufologues, puisqu'on les appelle comme ça, tous les ufologues se cassent la tête pour essayer de démontrer quelque chose. Alors, je pense que si on était, nous, des explorateurs, ou si j'étais, moi, un explorateur, il est certain qu'avec les connaissances que nous avons maintenant, qui ne sont déjà plus celles du 19e siècle, où les explorateurs arrivaient dans une ethnie quelconque. Et sortaient l'eau bénite, oui. Voilà, c'est ça, le goupillon, etc., on va tous vous baptiser, donc on essaye de vous inculquer, on essaye de vous faire rentrer notre type de civilisation. Et puis ça a fait des Indiens d'Amérique, disons l'Amérique centrale, ça a fait, enfin l'arrivée des Espagnols, ça a fait plein de gens qui sont devenus complètement, je voudrais pas utiliser des termes... je crois que tout le monde aura compris, effectivement, ils sont plus représentatifs de voilà, ils ont perdu leur civilisation en même temps. Donc, sachant cela maintenant, il est probable
On utilise encore des termes absolument détestables. J'entends parler de conquête spatiale, enfin bon bref. Non, découverte oui, mais pas conquête. Mais je pense quand même que si à l'heure actuelle, ou quand à l'heure actuelle, des ethnologues découvrent une nouvelle tribu un petit peu oubliée quelque part en Amazonie, ils font très très attention de ne pas perturber cette tribu. Maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas dans les siècles passés. Donc, si nous devions arriver sur une planète qui avait, on se transporte, allez, dans 500 ans, on se balade autour dans la galaxie, on découvre une planète qui est dans l'état de la Terre à l'heure actuelle, je pense qu'on aurait la prudence de ne pas se faire voir, d'instiller doucement l'évidence. Alors donc, il y aurait un moyen, ça serait d'écrire quelques lettres à 40 Espagnols, d'abord parce que ça ferait un petit test pour voir comment ils les prennent, et puis ensuite, l'autre chose, c'est que ces 40 Espagnols, petit à petit, diffuseraient, mais tout ça, ça se passe sur un siècle, sur 2 siècles, tout ça, c'est complètement passionnant. Donc, AJH, ce que nous publie donc Christelle Seval, c'est 450 pages qui en fait étaient destinées à 40 personnes et qui auraient dû rester confidentielles si on les avait soigneusement respectées dans les directives qu'ils avaient données à l'époque. 40 ans que ça dure. Oui, 40 ans que ça dure en ce qui concerne la diffusion des lettres, mais je veux dire qu'il y a eu des milliers et des milliers de messages, de pages, de gens qui ont écrit, etc. Bon, bien sûr, il y a des détracteurs, il y a des gens qui disent ah bah oui mais là ça va pas, là on a un détail là qui colle pas, on a des choses comme ça, ou alors ah bah oui mais les photos que vous avez d'un ovni à San José de Valderas sont des fausses, mais les experts sont partagés. Je veux dire, il n'y a rien de très net. On n'arrive jamais à avoir une certitude, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et à la limite c'est très bien, parce que si on avait une certitude, enfin, nous, on a nos certitudes, nos propres certitudes, mais s'il y avait une certitude scientifique, ces certitudes scientifiques se diffuseraient probablement assez vite dans la population. Et là, on aurait peut-être un choc culturel qui serait très très dur à supporter. Enfin, je dis on. C'est donc très bien comme ça. Je pense que c'est bien comme ça, oui. Quelles sont les conditions AJH pour rejoindre une des listes Humosciences? Est-ce qu'il y a une liste racine à partir de laquelle on peut choisir? Est-ce qu'il y a une inscription unique? Il suffit d'aller sur la page d'accueil du site Humosciences. Alors c'est www.humo-science au pluriel. Humo avec 2 M. Humo avec 2 M, _science au pluriel.org. Et à partir de là, il y a l'accès sur l'inscription des listes de discussion Humo. Alors, je dois dire que c'est assez foisonnant. Et alors, avec des phénomènes, des thèmes, disons, récurrents, je notais encore cette semaine le retour du Sphère du Turin qui avait été examiné sous toutes les coutures, si l'on peut dire, il y a déjà 1 an et demi, qui revient périodiquement, mais surtout les temps forts, c'est la logique tétravalente, les ibozoïs et des productions originales, scientifiques, de très haut niveau, s'échangent comme ça sur la liste. Absolument. Alors ces productions scientifiques qui sont de très haut niveau, effectivement, qui sont pour certaines des hypothèses, sont mises sur le site. Il y a des analyses, il y a beaucoup de travail de listeurs qui ont des compétences diverses. Alors il y a aussi des débats là, le débat sur la logique tétravalente, puisque tu en parles, qui est une idée humide entre guillemets. Elle avait démarré l'année dernière, elle avait repris à la suite de l'arrivée de la lettre de janvier. Bon, après il y a eu un creux. Mais c'est normal, parce que je pense qu'il faut que les gens qui sont assez spécialisés dans ces domaines aient le temps d'assimiler, de réfléchir. Je veux dire que la discussion au jour le jour ne permet pas d'aller dans la profondeur de la réflexion. Et c'est le temps qu'a pris Christelle Seval. Il a pris ce temps d'aller dans le fond de la réflexion et d'aller plus loin que ce que nous faisons dans les échanges sur les forums. On sent dans son livre qu'il s'est mis dans son coin, il a pris tous les textes, il s'est mis dans son coin, il a pris le temps de réfléchir. Peut-être un peu plus profondément que ce que nous sommes capables de faire. C'est mon côté indépendant, ça. J'avoue que j'ai essayé de participer et de faire les parties de ping-pong avec la liste. Ça prend beaucoup de temps. Absolument. C'est pas évident, il faut répondre à tout le monde. D'ailleurs, je salue votre travail d'animateur et de webmestre, hein, c'est très prenant. Il faut être fidèle au poste. Ah, il faut être fidèle au poste. Ouais. Et moi je n'aurais pas du tout ces qualités-là. Non, mais justement, le fait les de qualités pas se complètent, l'avoir, ça permet d'avoir une réflexion de fond.
Et cette réflexion de fond, elle va nous servir à nous tous, justement, pour pouvoir continuer cette partie de ping-pong. Comme de toute façon, à la limite, je dirais que nos parties de ping-pong et les idées qui peuvent émerger de temps en temps de ces échanges font que ça vous servira, ça servira à d'autres peut-être à un moment ou à un autre pour refaire une réflexion de fond. Je crois qu'il faut les deux. Donc, André Jacques Holbeck, tu as préfacé Humo, un dieu venu d'ailleurs chez JMG, que nous présente aujourd'hui Christelle Soval. Merci à Christelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, merci beaucoup André Jacques Holbeck. Humo, avec 2 M, humo-science.org pour aller plus loin. On se retrouve dans un instant. Donc aujourd'hui, Christelle Soval nous présente son travail, la mise en ordre, mise en forme de documents humides, mais principalement ce qui concerne la métaphysique. Pour ma part, j'avais prévu un questionnement chronologiquement organisé, si l'on peut dire, mais de plus en plus souvent, il m'arrive de tester si mon candidat est à même de nous le faire un peu conférence, et si oui, j'abandonne mon questionnement. Qui est avant l'émission à Christelle Soval. Comment est-ce que vous sentez de nous le faire sur le mode conférence? Il me répond oui, j'ai moi-même un plan organisé. Alors comprenez que je ne vais pas désorganiser son plan avec mes questions, je les réserve pour la suite et éclairer des points qu'il n'aurait pas, par exemple, abordés. Voilà, Christelle Soval, une grosse responsabilité à vous de marquer vous-même les pauses quand vous les souhaitez, de pauses musicales toutes les 8, 10, 12, 15 minutes comme vous voulez, selon votre rythme, et au moins vous ne serez pas dérangé. Veillez seulement à refermer les tiroirs que vous ouvrez, il n'y a rien de tel que d'avoir les notes que vous avez prises pour conduire cette émission vous-même. Oui, merci Didier. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à 2 personnalités des médias. 2 personnes qui font un travail de qualité dans la durée et qui offrent un espace de communication indispensable et rare, car politiquement incorrect. Alors, je veux parler de Didier Deplège, fondateur et animateur de la radio Ici et Maintenant, et de Jean-Michel Grandcir, éditeur, mon éditeur. Jean-Michel Grandcir m'a dit au téléphone, il m'a fait la confidence suivante, Didier Deplège, il est excellent. Et bien souvent, il en sait plus que ses invités. Alors, j'ai écouté quelques-unes de vos émissions, Didier, et il a tout à fait raison. Alors, encore une fois, ce soir, je crois que vous en savez autant que moi, ce n'est plus sur le dossier Humo. Voilà. Eh bien, on va pouvoir débuter sur le sujet. Je me suis demandé comment l'introduire, et puis finalement, ce soir, j'ai décidé de changer un peu mon introduction pour nous secouer de notre torpeur, si je peux dire. Et au lieu d'introduire par des questions métaphysiques, religieuses, morales, je vais introduire par un questionnement politique. Pourquoi politique? Parce que le message mythe, pour moi, le message capital, c'est un message politique. Donc c'est attention, vous, êtres humains, vous êtes en train de vous autodétruire en ce moment. Et c'est ce message que je veux relayer tout en proposant des pistes de réflexion. Donc j'ai apporté une lettre ou mythe. Je vous en lis un très court extrait, mais qui est assez fort. Vous avez transformé les sublimes apports de Jésus en un cumul d'idées superstitieuses avec le soutien de gigantesques structures ecclésiastiques dédiées au lucre. Vous avez transformé les intelligentes idées de Marx et de Mao en de gigantesques structures bureaucratiques, plus attentives à se défendre de leurs ennemis et à imiter les modèles de consommation occidentale qu'à obtenir cet idéal socialisant et sublime de leurs dirigeants. Vous êtes gravement malades, amis de la Terre. Nous assistons, impressionnés et attristés, à ce qui peut être l'holocauste final du réseau social de la Terre. Nous n'osons même pas conseiller, nous craignons que n'importe quelle parole soit mythifiée, distordue, corrompue, frivolisée. Nous nous voyons vous diriger en chantant, en jouant, en vous amusant comme des enfants inconscients, vers une décharge de déchets nucléaires. Que Dieu s'apitoie sur vous. Alors, la catastrophe annoncée n'est d'ailleurs pas que nucléaire. Il nous parle aussi bien d'armes OGM, d'armes antimatière, que de processus écologiques en danger, que des terribles inégalités entre les peuples. En résumé, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À une technologie avancée doit forcément correspondre une spiritualité avancée. Or, nous manquons de spiritualité en cette époque. Et le pire est que le patrimoine spirituel, nous l'avons déjà en notre possession. Seulement, il faut le réhabiliter pendant qu'il est encore temps.
Voilà. Maintenant, on va passer à la métaphysique humide proprement dit. Alors, dans un schéma simplifié, voilà quels sont les 4 acteurs principaux. Dieu, qui existe en tant qu'être nécessaire. Ensuite, l'univers multiple, qui est un surensemble de notre univers. L'univers des âmes et l'univers des consciences collectives. Alors, l'univers est composé d'une multitude d'univers différents pour les Zoomites. En réalité, le pluri-univers est unitaire, mais composé d'une multitude d'aspects différents que l'on traduit, nous, êtres humains, par des univers distincts. La différence principale qui caractérise les univers entre eux vient de la vitesse de la lumière, qui s'échelonne en leur sein entre 0 et l'infini. Ces univers vont par paire et ils sont conjugués 2 à 2. L'univers se dit Waham. Le pluri-univers se dit Waham, c'est-à-dire univers d'univers. L'âme existe, elle se situe dans un autre univers, celui dont la vitesse de la lumière est nulle. Enfin, un autre univers extrêmement important existe, c'est l'univers des consciences collectives. Sa vitesse limite est infinie, c'est-à-dire sa vitesse de la lumière, ou sa vitesse de propagation de l'information, c'est équivalent. Dans cet univers, c'est à la fois la demeure des âmes désincarnées, ce qu'on appelle l'au-delà, lui-même à la fois paradis, purgatoire, enfer, et c'est aussi l'inconscient collectif que nous abreuvons en permanence de nos expériences vécues et qui nous nourrit en retour d'informations subliminales capitales pour notre évolution. Et c'est encore bien plus avec des fonctions que nous allons découvrir. Alors commençons par l'âme. Alors ils nomment l'âme Buawa. Ils disent qu'elle est adimensionnelle, c'est-à-dire sans dimension. Elle vit dans un univers dépourvu de longueur, de largeur, de hauteur. Elle est aussi dépourvue de masse et d'énergie. Et le temps n'existe pas dans son univers. Dans ce sens, on ne peut pas dire que l'âme soit éternelle, puisque l'éternité fait référence au temps. Elle existe donc, indestructible, à jamais, quoiqu'on ne puisse pas dire non plus qu'elle existe au sens où ce qui existe pour nous est ce qui est observable, la matière, l'énergie. L'âme n'est pas composée de matière, et malgré tout, elle est capable de stocker, d'engranger de l'information. Là, on voit tout de suite que notre langage est inapproprié pour décrire un tel état. Alors, une question essentielle est de savoir comment les Zoomites l'ont découvert. Parce que si l'âme possède ces attributs qui transcendent nos sens et nos instruments de mesure, comment ont-ils réalisé ce tour de force? Comment explorer quelque chose qui, pour nos sens et nos instruments, n'existe pas? Eh bien, les textes nous le racontent et c'est passionnant. Tout d'abord, rappelons un axiome essentiel. La science évalue l'existence d'un facteur en fonction des effets qu'il produit. Et l'âme produit bien des effets au sein de notre univers, soumis au flux du temps, puisque nous existons. Nous sommes les effets de notre âme. On peut ici faire une analogie avec la découverte des exoplanètes. Ces planètes extrasolaires sont inaccessibles à nos sens, inaccessibles à nos télescopes les plus pointus, seulement nous sommes capables de les détecter à partir des effets qu'elles produisent sur leur environnement, en analysant par exemple les oscillations de leur étoile, oscillations autour d'un centre de gravité qui traduisent la présence de planètes massives. En ce moment, je crois qu'on en est à la 127e planète extrasolaire découverte, la 123e étant la première planète tellurique, c'est-à-dire non pas une géante gazeuse du type Saturne ou Jupiter, mais une planète solide qui tournerait à 50 années-lumière d'ici, à peu près 0,1 unité astronomique de son Soleil, ce qui correspond à 15 millions de kilomètres. Et cette planète serait certainement plus grosse que la Terre et pourrait abriter de l'eau. Et si elle abrite de l'eau, il y a toutes les chances pour qu'elle abrite la vie, telle qu'on la connaît. Voilà, donc la découverte de l'âme. Alors comment cela s'est-il passé sur Humo? Alors, une jeune femme servait de cobaye. Je crois qu'elle avait tué sa sœur et donc elle subissait une punition pénitentiaire, si on peut dire. Donc un scientifique oumite s'en servait comme cobaye. Il s'appelait Noi 3. Et ce scientifique avait détecté la présence d'atomes particuliers, des atomes de krypton, profondément logés dans l'hypothalamus de la femme, donc dans son cerveau, et était en train de les analyser. Alors, ce qu'il faut savoir sur le krypton, c'est que c'est un gaz rare, neutre, très stable, qui normalement n'interagit pas avec le milieu, même un milieu biologique vivant.
Néanmoins, il est compréhensible que la présence de quelques atomes de krypton au fond du cerveau ait pu pousser la curiosité de ce scientifique et l'ait décidé à aller voir de plus près le comportement de ces atomes. Donc le scientifique regardait sur l'équivalent d'un écran d'ordinateur la structure probabiliste des électrons de la couronne d'un des atomes de krypton. Il observait les sauts quantiques d'énergie. Alors normalement, tout électron qui se respecte et qui respecte les lois de la mécanique quantique suit une fonction probabiliste, c'est-à-dire qu'il est régi par le hasard et qu'on ne peut pas mesurer à la fois sa position et sa vitesse. C'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, que l'on connaît bien. Et Neuilly III découvre avec stupeur que les électrons en question sont distribués selon une fonction périodique. Mieux que ça, les mouvements des électrons coïncident avec les impulsions nerveuses émises par le cortex de la jeune fille. Impulsions qui entraînent ses mouvements volontaires des bras et des jambes par exemple, et non pas ses réflexes. Par la suite, des mesures précises montrèrent que les mouvements électroniques précédaient d'1 millionième de seconde les réactions neurophysiologiques de la patiente. Autrement dit, qu'ils dictaient des ordres à son organisme. Donc par conséquent, quelque chose envoie des ordres au corps. Le corps est comme téléguidé. Ces atomes de krypton jouent donc un rôle d'interface, un rôle d'antenne, un rôle capital. Les oumites appellent ces atomes Oembuao, le père-esprit, qui n'a rien à voir avec le père-esprit spirit. Cette chaîne d'atomes de krypton est un canal, une connexion qui relie le cerveau à l'âme. Il l'appelle aussi le troisième facteur de l'homme, les deux premiers étant le corps et l'âme. Par la suite, ils découvrirent que l'âme se trouve non seulement à l'extérieur du corps physique, mais habite carrément un autre univers, l'univers des âmes. Wambuawa, que les oumites décrivent comme un univers très étrange, un univers statique, gelé, de vitesse nulle. Quand je dis de vitesse, c'est de vitesse de la lumière, nulle, sans matière, sans énergie, et qui contient en son sein toutes les âmes des êtres conscients et rationnels du pluricosmos. Alors, ça représente non seulement toutes les âmes des humains, mais aussi les âmes des oumites, des extraterrestres qui habitent notre galaxie, des extraterrestres qui habitent toutes les autres galaxies de notre univers, ainsi que des êtres conscients qui habitent la pluralité des univers. Jusqu'à présent, les oumites n'ont pas trouvé cette connexion non quantique chez les animaux. Donc ils ne peuvent pas affirmer que les animaux n'ont pas d'âme, mais bon, pour l'instant, ils n'ont rien trouvé de ce côté-là. Alors, chose importante, il n'existe aucune connexion entre ces âmes qui sont isolées les unes des autres et qui ne peuvent échanger aucune information entre elles. Et à chaque âme correspond un et un seul lien avec un être vivant dans l'univers multiple. Donc n'ayez pas peur, votre âme n'est pas connectée à un extraterrestre à quelques années-lumière d'ici. Vous êtes bien tout seul au bout du fil. Alors, la traduction de Buawa, selon la méthode découverte par Jean Paulion, est très intéressante. Cela donne ceci. Contribution informative obligatoire à l'équilibre effectif. Bon, donc l'équilibre effectif, là, il s'agit de l'équilibre de l'univers. Et on pressent ici la fonction transcendante de l'homme dans l'univers. Alors, la fonction transcendante de l'homme, c'est ce qui m'avait mis sur la piste des lettres métaphysiques ou mythes. C'est-à-dire que dans un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années d'Antonio Ribera, Les extraterrestres sont-ils parmi nous, qui était édité aux éditions du Rocher en 1984, réédité en 91, il y avait justement un chapitre sur un titre de chapitre qui était sur la fonction transcendante de l'homme dans l'univers. Et après, plus rien, coupure, rideau. Donc ça m'avait vraiment marqué. Et n'ayant rien trouvé dans les livres suivants, par exemple dans Le mystère des oumites de Jean-Pierre Petit, édité en 1995, j'étais très intrigué et je voulais absolument savoir ce que ces extraterrestres qui nous adressaient des lettres si riches dans tous les domaines de la science pensaient de l'âme. Est-ce qu'il y avait une âme? Est-ce qu'on avait une vie après la mort, etc. Voilà. Donc, nous avons une âme. Alors, les hommes en sont dotés, les oumites l'ont vérifié. Cette âme vit en dehors du temps. Alors, comment se représenter ce paradoxe, celui de notre conscience au jour le jour, piégée dans le carcan du temps, en connexion avec une âme pour qui le temps n'a aucune signification? Alors pour cela, il nous offre quelques métaphores pour imager ce paradoxe.
Alors il y a celle de l'homme boudin. Représentez-vous un petit homme immergé dans le temps, c'est-à-dire tout au long de sa vie. Eh bien, d'une manière de le représenter est de dessiner un boudin dont la tranche, lorsqu'on le coupe, a une forme humaine. Ce boudin représente toute la vie de l'homme, autrement dit son âme, pour qui le temps n'existe pas, agit non pas sur le corps de l'homme au fur et à mesure que le temps passe, mais d'un coup sur toute la longueur du boudin. Autre illustration pour comprendre que le temps n'existe pas pour l'âme, bien qu'elle conforme librement la vie de l'homme dans le flux du temps. Imaginez-vous un tunnel souple en plastique transparent. Alors il fait nuit, un homme marche à l'intérieur du tunnel avec une lanterne pour s'éclairer. Le tunnel est bien entendu la métaphore de sa vie sur Terre. Alors il y a des meubles dans le tunnel. Les meubles qui sont devant le bonhomme, dans le noir, et que la lanterne n'éclaire pas, c'est le futur. Les meubles qui sont derrière lui forment les événements du passé. Et là on peut dire que l'homme est pourvu d'un rétroviseur. En fait, sa mémoire conserve une certaine vue du passé. Est-ce parce que l'homme ne voit plus les meubles qui sont loin derrière lui, ou bien qu'il ne voit pas encore les meubles qui sont devant lui dans le noir, que ces meubles n'existent plus? Non. Le présent est cette lanterne qui dévoile la réalité, pas à pas, mais la réalité passée et future préexiste et demeure. Alors, me direz-vous, si le futur est déjà écrit, qu'en est-il du libre arbitre? C'est que l'âme a posé son tunnel sur la terre en une seule fois. Elle a d'abord vu la forme du terrain, les creux, les bosses, les collines, les arbres, les rochers, et évidemment les rochers à éviter. Elle a vu les tunnels des autres humains se poser ça et là. Elle a vu tout cela du haut de son intemporalité et a décidé librement de son chemin de vie. C'est évidemment assez difficile à concevoir et on ne peut que l'intuiter. Une dernière métaphore. Imaginez que vous regardiez une maison en face de vous, mais vous la regardez à travers un tout petit trou fait dans un carton, ce qui vous empêche de voir l'ensemble de la maison d'un seul coup d'œil. Dans cet exemple, le carton, le filtre, c'est le temps. La conscience du corps ne découvre donc la maison qu'en balayant lentement toute la surface de la maison à travers le carton, car son champ de vision est extrêmement réduit. Par contre, la conscience de l'âme, elle, voit l'intégralité de la maison d'un seul regard, car elle n'a pas de carton devant les yeux. Donc, une question maintenant que tout le monde se pose, c'est qu'arrive-t-il aux âmes des pécheurs, aux âmes damnées? Que nous arrive-t-il après la mort? Alors, avant d'y répondre, pour le savoir, il faut aborder l'univers des consciences collectives, qui est l'univers majeur de la création, selon les Zoomites. Alors, cet univers des consciences collectives recouvre toutes les fonctions du paradis, et c'est beaucoup plus que le paradis. Il recouvre toutes les fonctions de l'inconscient collectif, celui de Carl Jung, et c'est beaucoup plus que l'inconscient collectif. C'est l'univers le plus important de la création. Il contient des millions de milliards de cellules qui sont des consciences collectives. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience collective? Eh bien, dès qu'il existe une planète qui abrite la vie, dans n'importe lequel des univers multiples qui peuplent le pluricosmos, il existe, en relation biunivoque, une conscience collective qui lui est reliée. Les Zoomites ont vérifié sur Terre leur modèle et ils ont effectivement mis en évidence notre âme et ils sont pratiquement certains que nous sommes dotés d'une conscience collective. Nous serions donc bien reliés à une conscience collective de la Terre qui est différente de la conscience collective du mot. Alors, abordons la conscience collective par l'ensemble des fonctions qu'elle recèle. D'une part, c'est recevoir de la part de l'ensemble des êtres vivants, plantes, animaux, microbes qui vivent sur la planète, des informations sur le milieu, sur le biotope. Elle reçoit aussi de la part des êtres possédant une âme la totalité des informations engrangées par leurs âmes. D'abord, les sensations, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, enfin tout ce qui comporte donc nos sensations, elle les capte. Elle capte aussi bien nos émotions, la joie, la douleur, la peine. Elle capte aussi tous les processus intellectuels qui se déroulent dans notre petit crâne. On peut d'ailleurs noter que nous avons là un phénomène de redondance dans la mémorisation des informations, car on l'a vu, l'âme aussi enregistre tout ceci, ce qui n'empêchera pas une certaine perte d'informations concernant une part de l'histoire de l'univers. Exemple, imaginez deux nébuleuses lointaines, inhabitées. L'une est observée par l'homme, par le biais de télescopes. Des savants regardent cette nébuleuse à travers un télescope. L'autre, non. Eh bien, celle qui est observée, toutes ces informations seront
envoyés à la conscience collective qui les mémorisera et les gardera pour toujours. Tandis que la deuxième nébuleuse, finalement, aucun homme n'aura posé son regard sur elle, et donc cette information sera perdue. Alors, il faut aussi savoir que la transmission entre les êtres vivants et la conscience collective s'établit dans les deux sens. Elle ne fait pas que recevoir. La conscience collective transmet aux hommes, aux animaux, aux plantes, les mutations souhaitées. Là, il s'agit de l'évolution biologique. On parle de l'orthogenèse. Et on dépasse ici le simple cadre du darwinisme. C'est ce qu'il nomme le Bayodou, qui relie le génome d'un être vivant, homme ou animal ou végétal, à la conscience collective, par le biais de 86 paires d'atomes de krypton. Alors voilà, on y vient aux atomes de krypton. Ces grappes de krypton aquantiques, donc un comportement non quantique, on l'a vu, sont associées à l'ADN de chaque être vivant. L'ADN cellulaire et pas seulement l'ADN situé dans le cerveau. La conscience collective, d'autre part, transmet aux hommes les patrons de forme. Par exemple, prenons la couleur. La couleur en soi n'existe pas, ce n'est qu'une perception psychologique. Le substrat de la perception est en réalité un train d'ondes électromagnétiques. Imaginez un briquet dans votre main. Vous ne touchez pas sa surface, car en réalité, il existe de grandes distances entre les atomes du métal et les nuages électroniques de l'épiderme. Alors, comment cela se fait qu'il ne tombe pas alors ? Eh bien, c'est à cause de la répulsion entre les charges électriques négatives. Et il offre une apparence compacte, le briquet. En réalité, les noyaux atomiques sont séparés entre eux dans les mêmes proportions que les soleils. L'illusion va encore plus loin. Vous allumez le briquet. Comment la lumière arrive-t-elle au cortex ? En fait, elle n'arrive jamais. Ce sont des impulsions codées, des messages électriques qui sont envoyés par le nerf optique jusqu'au cerveau qui décode le message et construit un scénario mental. Comment l'encéphale intègre les millions d'impulsions captées par la rétine ? On ne le sait pas encore. Le nerf optique n'a pas un débit suffisant pour transmettre la totalité des impulsions. Il y a ce qui reste énigmatique sur Terre, il y a une compression de données. Là, les humites ne disent rien là-dessus, mais ce qui est important, pardonnez-moi, c'est que le réel qui nous entoure n'est en réalité qu'un ensemble d'ondes électromagnétiques et de champs de force. Prenez une onde électromagnétique correspondant à la couleur rouge, par exemple. Si la vibration change de fréquence, nous allons capter une autre couleur, du jaune, de l'orange. Si elle change encore de fréquence, nous allons la capter comme de la chaleur. Encore une fois, elle change de fréquence et cela va se transformer en son. Le monde extérieur, finalement, est une illusion complète fabriquée par notre cerveau. Le cerveau se fabrique une représentation mentale du monde en appliquant sur la perception des ondes électromagnétiques, qui sont la seule réalité de notre univers, une sorte de programme fourni par la conscience collective qui va permettre de monter une scène de théâtre et de visualiser et de ressentir le monde de façon imagée, avec du son, de la température, des odeurs, de la couleur. Un monde finalement entièrement virtuel. Alors ça, c'était pour les patrons de forme que nous envoie la conscience collective. Alors vous voyez que ça a une importance considérable parce que c'est grâce à cela que finalement on voit et on vit dans un univers qui a du sens. Ensuite, elle transmet aux hommes de façon subliminale, c'est-à-dire adressée au subconscient, des patrons de comportement. En fait, comme un gigantesque ordinateur, la conscience collective, qui engrange toutes les infos de tout ce qui se passe sur Terre, est programmée pour traiter cette information au mieux, suivant une programmation intégrant les lois morales cosmiques. Et la conscience collective nous retransmet le résultat de ces traitements qui nous donnent des orientations pour nos vies. Ça peut être la fameuse petite conscience, l'intuition, l'ange gardien. Ces recommandations de vie s'adressent au subconscient et nous laissent ainsi notre libre arbitre. Alors cela paraît idéal, mais les Zoomites nous signalent qu'il existe comme une imperfection dans le système. En fait, la conscience collective ne réagit pas en temps réel, ce qui fait que les conseils qu'elle nous envoie ne sont pas toujours adaptés à la situation. C'est comme si vous vouliez établir un bilan comptable en cours d'année. Bon, eh bien, les résultats seront faux et il faudra attendre la clôture de l'année comptable pour avoir des résultats tout à fait fiables. Alors c'est aussi le lieu de vie des décédés. On peut se représenter la conscience collective comme une unité centrale cosmique qui permet de traiter l'information,
qui permet aux âmes de traiter leur propre information, c'est-à-dire de vivre et d'exister. Une âme toute seule, rappelez-vous, elle était dans un univers gelé, statique, elle engrangeait de l'information, mais il n'y avait pas de traitement de l'information en son sein. Donc une âme toute seule ne peut vivre. Il lui faut un processeur de traitement qui est soit le cerveau biologique pendant notre vie sur Terre, soit les capacités de la conscience collective après la mort. Alors, quand on sait que ces capacités sont infiniment plus puissantes que celles de notre petit cerveau, et que d'autre part la conscience collective dispose d'une somme d'informations sans pareil sur Terre, l'accumulation de centaines de milliards d'expériences humaines, il devient compréhensible d'affirmer, comme le font les Zoomites, que, en fait, c'est une pure joie de s'intégrer à la conscience collective au moment de la mort. Beaucoup d'informations à assimiler, c'est pourquoi je propose une première respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Une de mes passions est la musique, et ça c'était donc un percussionniste, compositeur indien qui est très connu parce que il a joué avec de grands jazzmen. Donc cet indien s'appelle Trilok Gurtu et il a joué avec les plus grands, Joe Zawinul, Pat Metheny et un guitariste excellent, John McLaughlin. Maintenant, Trilok Gurtu compose pour lui-même et fait une musique qui me ravit, voilà, et qui va très bien avec les Zoomites. Alors on ne dit plus musique du monde, on dit musique de l'univers. Je précise que la préface de André-Jacques Holbeck au livre de Christelle Seval est actuellement en ligne sur le site de la radio, icietmaintenant.com, très facilement accessible depuis la page d'accueil. Bien, ceci étant dit, nous laissons Christelle Seval continuer son exposé. Ah si, toutefois, une réflexion. Christelle, il me semble que on peut mieux comprendre en cet âge de micro-ordinateur par analogie bon nombre de concepts, comme par exemple renseigner, informer, stocker, interpréter. Il y a les notions de disque dur et de logiciel, comme par exemple l'information est stockée sous forme de bits, peu importe dans quel ordre, c'est le logiciel, lui, en l'occurrence l'espace mémoriel, le programme qui sait, lui, interpréter si c'est du MP3 ou du JPEG, etc., et de permettre la lecture. Donc, le fait de posséder un PC, je ne parle pas de ceux qui s'amusent à faire des jeux vidéo, ceux qui se demandent de temps en temps comment ça marche, comment ça fonctionne, et qui comprennent les notions de logiciel, de disque dur, de stockage d'informations, ceux-là sont mieux à même de comprendre ce contenu. Oui, vous avez tout à fait raison, et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que on peut faire une analogie donc avec le monde de l'informatique. Donc l'univers des âmes, c'est plutôt une mémoire morte. La conscience collective, c'est une unité centrale avec une mémoire vive. Et ça va plus loin parce que les Zoomites ont une tendance à tout faire converger, c'est-à-dire que leur science est en accord avec leur mode de vie, avec leur morale, avec leur société, etc., etc. Et leur réseau d'ordinateurs, d'ailleurs, sur la planète Tumo est décrit, le fameux Xanmo. Et ce réseau d'ordinateurs, en fait, fonctionne un peu comme la conscience collective, c'est-à-dire que il capte toutes les informations en temps réel qui se passent sur la planète, à la fois il y a des capteurs que portent les Zoomites dans leur corps, en eux-mêmes. Puis il y a des capteurs de tout ce qui se passe. L'ordinateur ensuite traite toute cette information en fonction de programmes qui correspondent en fait à une vie sociale idéale. Et l'ordinateur va ensuite gérer donc toute la production à la demande et gérer donc tous les traitements en fonction de ce qu'il a capté et de ses programmes. La conscience collective, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que elle a été programmée par Dieu au départ. Disons qu'elle a en son sein des lois cosmiques et elle régit finalement toutes ces informations qu'elle accumule en fonction de ces lois, et elle par un mouvement centripète, elle nous recrache cette information
qui s'adresse à notre subconscient. Oui, enfin, Dieu, arrêtons-nous un instant, ce n'est pas le barbu avec lequel il faut en finir. Dieu, Wa, se traduit par information qui structure le réel. Donc on est encore effectivement dans l'ère de la compréhension par l'information. Oui. J'ai un petit chapitre sur Dieu qui est très court, puisqu'on en parle, je vais y aller. Donc, Wa signifie Dieu, mais signifie aussi le système d'information qui structure le réel, ou l'information qui rend les créatures et l'univers dimensionnel effectifs. Donc on sait très peu de choses sur Wa à travers des lettres parce qu'ils nous disent que Wa, Dieu, est véritablement transcendant. Ils disent par exemple, notre agnosticisme nous pousse à nous abstenir de définir et de sonder quelque chose d'aussi transcendant que Wa. Nos penseurs n'essaient pas de spéculer autour de l'essence de ce qui n'est pas accessible, par exemple Wa. Donc, que nous disent-ils encore de Wa ? Eh bien, il est adimensionnel, sans dimension. Il coexiste avec la réalité ultime. On ne peut pas dire que Wa fut ou que Wa sera, mais Wa est. Il est le seul être pensant qui ne déforme pas la réalité ultime en pensant à elle. Nous, habitants de l'univers, nous sommes co-créateurs de l'univers. Ça, c'est très important. Notre pensée participe à l'élaboration de l'univers. La pensée de Dieu, elle, ne modifie pas l'univers en train de se créer. En quelque sorte, Dieu le laisse libre. Il n'y a d'ailleurs pas de rituel dédié à Dieu, pas de culte sur Umo. La seule traduction d'un amour et d'une vénération de Dieu existe sous la forme de l'amour fraternel et dans la sévérité du compromis social. Donc, ne connaissant pas Dieu, ils s'abstiennent de lui rendre grâce et transposent cette énergie dans le suivi au plus près des lois morales, traduites en lois sociales. D'ailleurs, ils nous reprochent notre anthropocentrisme. Nous avons trop tendance, disent-ils, à nous figurer Dieu comme, ce que disait Didier, un homme barbu, et surtout nous lui prêtons trop de comportements et de raisonnements humains. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal ? Voilà, par exemple, ça c'est une question leitmotiv qui revient dans toutes nos interrogations, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes ou autres, ou même athées, quand on se pose des questions sur Dieu. Or, Dieu, d'après les Humites, est inaccessible à l'entendement. Il est pure transcendance. Et notre questionnement sur Dieu, qui est en fait un questionnement sur l'homme, on devrait dire pourquoi l'homme tolère-t-il le mal ? Notre questionnement sur Dieu, en fait, est sans objet. C'est comme si une race étrangère à l'homme se posait la question « Pourquoi l'homme pleut-il » du verbe « pleuvoir ». Ça n'a pas de sens. Ça serait attribuer à l'homme des qualités, des fonctions qu'il n'a pas, qu'il n'a jamais eues et qu'il n'aura jamais. Alors, je n'ai pas fini encore avec la conscience collective. Ça, c'est un gros morceau, mais il faut bien comprendre ce rôle de la conscience collective parce que c'est un rôle immense. Donc, que se passe-t-il pour une âme ? Par exemple, quelqu'un meurt, il n'a pas eu une vie très en accord avec la morale, non seulement la morale humaine, mais la morale divine. Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Bien, cette âme, en fait, ne peut pas être intégrée telle qu'elle directement dans la conscience collective, car son information engrammée est viciée, et elle perturberait le magnifique esprit collectif. Donc il se passe donc pour cette âme un processus de reconformation, et c'est ce processus qui, d'un point de vue subjectif pour l'âme en question, peut lui apparaître lent, douloureux, horrible. Enfin, c'est en fait l'enfer ou le purgatoire. La mort, par contre, pour une âme juste, c'est vécu un peu comme une libération, en tout cas pour un Humite. C'est quand nous vivons que nous sommes morts, disent-ils. À la mort, nous sommes libérés de notre esclavage. Esclavage qui est inscrit d'ailleurs dans la traduction du mot Humite désignant l'âme. Rappelez-vous, Bouawa, contribution informative obligatoire. Alors, en fin de vie, lorsque l'âge a dégradé les fonctions phonatoires et télépathiques des Humites, oui, parce que ils sont télépathes et ils communiquent beaucoup ainsi. Et donc, quand ils arrivent à un certain âge et qu'ils ne peuvent plus communiquer décemment et participer à l'activité sociale, ce qui arrive entre 90 et 120 ans, nous disent-ils, les couples humites décident d'aller rejoindre l'esprit collectif et se suicident dans la joie, si on peut dire. C'est une euthanasie cérémonielle. Alors, cette fonction de transmission d'informations au subconscient éclaire pas mal de phénomènes paranormaux. Par exemple, ils nous disent que les décédés nous adressent des messages par le biais de la conscience collective et adressés à notre subconscient.
La conscience collective aussi permet d'expliciter un phénomène répandu, bien que peu connu, qui est la télépathie. Alors, pour expliquer la télépathie, et la télépathie sur Terre aussi, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de connexion directe pour un être entre son âme et la conscience collective. Il y a 2 canaux de transmission. Alors, un qui va du cerveau vers l'âme, bidirectionnel, et un qui va du cerveau vers la conscience collective, lui aussi bidirectionnel. Alors, il faut bien comprendre cela pour expliquer l'enchaînement des flux qui sont mis en jeu lors d'un processus particulier qui est la télépathie. Alors, les Oumites sont télépathes, et d'ailleurs, d'après eux, nous avons tout l'équipement nécessaire pour l'être également. Si nous ne l'utilisons pas, c'est parce que les réflexes ne sont pas développés. Nous ne sommes pas préoccupés d'utiliser cette faculté. Alors, comment cela fonctionne d'après eux ? Je vais prendre un exemple simple. Il y a 2 interlocuteurs, A et B, provenant de la même planète. Et bon, tout d'abord, tout commence par l'âme de l'interlocuteur A. L'âme adresse une intention, un message qui transite jusqu'au cerveau. Du cerveau, ce message est retranscrit jusqu'à la conscience collective. Ensuite, à l'intérieur de la conscience collective s'établit la connexion avec la bonne personne, avec l'interlocuteur B. Donc l'interlocuteur B va recevoir un message de la conscience collective directement à son cerveau, et son cerveau va le renvoyer à son âme. Donc vous voyez, il y a pas mal de flux qui sont instantanés et qui traversent les univers en profitant de particularités physiques que les Oumites nomment des effets frontières, et qui permet donc une vitesse infinie. Donc les Oumites, en arrivant sur Terre, d'ailleurs, se sont empressés de faire l'expérience d'une transmission télépathique entre un Oumite et un terrien. Cette expérience toute simple, en fait, si elle fonctionne, démontre en fait qu'il existe une connexion entre la conscience collective d'Oumo et la conscience collective de la Terre. Alors, bon, ils nous disent qu'ils ont fait cette expérience en 1962 en Australie et que ça n'a pas marché. Certainement à cause de l'échec de la télépathie entre humains, d'ailleurs. On peut se demander si depuis 1962 des progrès n'ont pas été effectués, mais ça, nous ne sommes pas au courant. Donc, les Oumites n'ont en effet jamais pu vérifier d'interconnexion entre différentes consciences collectives. Leurs recherches sur Terre ont notamment pour but de mettre en évidence cette connexion, si elle peut exister. Alors, ils l'ont découvert un peu comme l'âme, c'est-à-dire qu'ils ont fait une découverte sur des atomes de krypton, à la fois dans le cerveau et à la fois dans le corps, qui avaient encore une fois un comportement anormal, non quantique, aquantique. Ils s'aperçurent que des atomes qui étaient logés dans le cerveau recevaient le même message, quel que soit l'individu et au même moment, quelle que soit la distance entre les individus. Alors, ils nous donnent une description physique d'ailleurs de cet univers des consciences collectives, et c'est assez passionnant. Ils nous disent que si on pouvait voir l'intérieur, on verrait des filaments et des nodules se balader, un peu comme des neurones et des synapses d'ailleurs, formés d'une matière ayant la densité d'une étoile à neutrons, donc une densité énorme. Ici, la matière n'est pas constituée d'atomes, mais de particules comprimées sans électrons, donc sans charge électrique. Donc ces filaments oscillent en ondes stationnaires, ce qui est synonyme d'information. Un univers d'ailleurs constitué pour moitié de matière et pour moitié d'antimatière. La vitesse de la lumière y est infinie. Sa densité d'information moyenne est celle d'une feuille d'un livre, c'est-à-dire 50 lignes par 80 caractères à peu près. Sa masse est infinie et au sein de l'univers des consciences collectives, il faut bien se rendre compte qu'il y a des millions, enfin je ne connais pas le chiffre exact, il est peut-être infini, je ne sais pas, de consciences collectives. Chaque conscience collective correspondant à une planète distincte. Alors cet univers possède la faculté de façonner tous les autres univers. Par exemple, la formation des singularités dans notre propre univers, c'est-à-dire les galaxies, les planètes, etc., vient des perturbations que nous provoque l'univers l'adjacent au nôtre, lui-même perturbé par son voisin, et ainsi de suite. Il y a toute une collection d'univers, en remontant jusqu'à l'univers des consciences collectives, qui est donc la cause première de toute singularité dans l'ensemble des univers créés. Alors, cet univers des consciences collectives agit sur les autres par le biais de ce qu'il nomme la masse imaginaire. Elle n'est pas imaginaire au sens premier, elle est bien réelle, cette masse. En fait, elle est imaginaire simplement au sens mathématique. C'est un état de la matière qui est autre,
symétrique de la nôtre d'une certaine manière, puisque sa vitesse est infinie quand son énergie est nulle. Et sa vitesse plancher, la plus basse, est égale à la vitesse de la lumière au sein de chaque univers. Alors, entre parenthèses, cela ressemble fort au tachyon que décrit Einstein. Ces particules permises par les équations, qu'on n'a jamais trouvées, mais qui seraient dotées d'une vitesse infinie et à qui on devrait apporter une énergie infinie pour les ralentir jusqu'à la frontière de la vitesse de la lumière. Alors, les Humites nous disent que le darwinisme, qui orienterait les espèces vers un perfectionnement progressif sur la base de mutations aléatoires, de la sélection naturelle, n'est pas une explication suffisante. Le darwinisme ne peut expliquer par exemple les insectes qui adoptent des formes et des couleurs, les couleurs du milieu ambiant par exemple pour se cacher des prédateurs. Si le darwinisme était une théorie valide, nous devrions constater des involutions, des modifications du génome qui engendreraient des régressions, des mutations mortelles ou handicapantes. Et dans le cas de la couleur des insectes qui adoptent exactement la couleur de la feuille par exemple, par mimétisme, nous devrions assister à des mutations régies uniquement par le hasard qui donneraient lieu à des insectes orange, rouge, jaune, bleu. Alors bien sûr, seuls les plus camouflés survivraient par le biais de la sélection naturelle, mais les anormaux devraient naître également en quantité et nous devrions observer leur apparition, ce qui n'est pas le cas. Donc ils disent qu'invoquer le hasard dans l'évolution, c'est comme si tirer au hasard sur les colonnes du Parthénon en Grèce, au lieu d'enlaidir les péristyles, enrichissait les colonnes d'élégantes cariatides. Voilà, cela ne tient pas debout. Quelle est leur explication des lois de l'évolution? Alors, d'après eux, il existe sur chaque télomère chromosomique une chaîne d'atomes spéciaux, le Bayodou, encore des atomes de krypton, dont la fonction est de relier le génome d'un être vivant à la conscience collective par le biais de 172 atomes de krypton, 86 paires en fait. Et ils nous disent plusieurs choses sur le Bayodou. Malheureusement, les lettres sont incomplètes et on ne peut pas se faire une idée totale du mécanisme. Enfin, ils nous disent deux choses. D'abord, sont codés à l'aide de ces 86 atomes, enfin de la moitié des atomes, il y a 86 paires, donc sont codés à l'aide de la moitié, 86 atomes, pour chaque chromosome, toutes les possibilités existantes d'êtres organiques qui peuvent se réaliser dans la nature. En fait, tous les plans de construction du vivant. Et quand je dis dans la nature, c'est dans la totalité de notre univers. Ces atomes sont comme des pendules qui fonctionnent à l'unisson. Les Humites ont vérifié que le synchronisme entre toutes les espèces vivantes, et même entre la Terre et la planète Oumo, est absolument parfait. Ensuite, ces atomes, les 86 autres atomes, ont une fonction dynamique. Ils captent en premier lieu l'information issue du cytoplasme, donc l'information issue des cellules qui les renseignent sur le milieu, et en second lieu, ils altèrent les chromosomes en tant que de besoin, et en suivant les codifications préétablies et permises du génome fournies par leurs compagnons kryptoniques appareillés. Voilà, c'est ainsi que l'évolution se produit, toujours dans un sens positif, l'orthogenèse. Alors comment le cytoplasme peut-il receler de l'information sur le milieu ? Là, les textes sont incomplets et ce qu'on y apprend va sans doute vous rappeler quelque chose quand même et faire revivre la mémoire de quelqu'un de décédé très récemment. Il s'agit de Jacques Benveniste. Puisque les Humites nous disent que ce sont des lettres, je vous le rappelle, qui datent de 1966-1967. Les Humites nous disent que les atomes d'oxygène, d'abord de l'eau cellulaire, subissent une excitation de leur couche orbitale en fonction de ce que l'organisme vivant capte du milieu. La couleur, par exemple, l'atome de krypton dynamiseur est en mesure de capter cette information provenant du milieu extérieur via l'atome d'oxygène. Et deuxièmement, l'eau contenue dans le cytoplasme de la cellule capte une gamme de radiations électromagnétiques, notamment sur la fréquence de l'hydrogène. Et ils nous disent que la mémorisation des variations radiatives serait accusée par intervalle de temps de l'ordre d'1 millier d'années. Les atomes d'hydrogène de l'eau cellulaire contiendraient donc des informations depuis l'apparition de la vie sur la planète. L'eau contenue dans le cytoplasme et dans le noyau étant le récepteur et la mémoire. Donc on ne sait rien du mécanisme ensuite mettant en relation l'atome de krypton contenant la codification des mutations possibles et l'atome de krypton dynamiseur informé du milieu. On peut imaginer qu'il se produit un effet de résonance entre les deux qui déclencherait un choix de mutation, mais tout ça ce n'est pas dit.
Mais cette capacité de mémorisation de l'eau nous évoque forcément les travaux de Jacques Benveniste, hein, qui était directeur de recherche à l'INSERM, qui est décédé il y a quelques jours et dont la théorie avait fait les gros titres il y a une dizaine d'années. Hein. Le chercheur s'est en fait laminé par la communauté scientifique bien pensante. Alors, j'ai eu Jacques Benveniste au téléphone au sujet de mon livre. Et je lui avais demandé si effectivement il faisait un lien entre ses travaux et la position au mythe. Bon, en fait, Jacques Benveniste avait commencé par me dire que Dieu, c'était l'électromagnétisme. Hein. Donc, Jacques Benveniste n'était pas vraiment en quête de transcendance. Hein. Il avait une vision plus terrienne, hein, je dirais, de Dieu. Mais cela, effectivement, il m'a dit qu'il y avait des analogies entre ses travaux et ce que disaient les textes ou mythes. Oui, cela dit, une parenthèse sur ce sujet, rien n'établit formellement que l'électromagnétisme, porteur d'informations, capable de structurer les acides aminés au début de la vie, etc., ne soit pas imprégné de conscience, d'intention. Oui. Ça, on n'en a pas la preuve, mais l'intention, je crois que c'est quelque chose de capital dans l'univers. Et il y a beaucoup de scientifiques qui parlent justement de l'intention, et qu'il y a forcément un programme dans l'univers, et c'est la conscience. Voilà. Bon, je crois qu'on a à peu près balayé tout ce qui concernait la conscience collective. On peut aborder maintenant quelque chose de plus accessible, puisque là, les Humites nous parlent de leur homme-dieu, qu'ils appellent Umowoa. Et dans leur histoire, et d'ailleurs dans l'histoire d'autres peuples de la galaxie, les Humites ont connu des hommes, des hominiens très particuliers qui traduisaient une avance en termes d'évolution sur le reste des habitants, car ils possédaient dans leur cerveau une liaison kryptonique supplémentaire. Ils nous disent que c'est une liaison akantique avec Woa, avec Dieu, en plus des liaisons avec l'âme et la conscience collective. Alors cette liaison est de type informatif, hein, c'est-à-dire qu'affleure à l'esprit de cet homme, qui n'est plus un homme d'ailleurs, qui est un plus-comme, relié à Dieu, affleure à son esprit les lois divines les plus sublimes, ce qui n'empêche pas que ce plus-comme, ce qui ne l'empêche pas de rester libre, hein, de ses décisions. Ce surhomme, ou cette surfemme d'ailleurs, hein, ça pourrait très bien aussi arriver bien sûr à une femme, possède un corps physique tout à fait semblable aux autres hommes et femmes normales, mais il se distingue par une incapacité génétique à se reproduire. Hein, autrement dit, il naît toujours de parents normaux et il n'a pas de descendance. Il a une grande intelligence et il a cette connaissance innée des lois morales. Voilà. C'est arrivé donc à un seul homme sur la planète Umo qu'ils appelèrent Umowoa. Cet homme donc expérimenta l'accès au dernier stade de l'évolution humaine. Donc Umowoa disent-ils, est arrivé à un moment de leur histoire, hein, situé grosso modo entre notre Renaissance et notre XXe siècle en termes de développement technologique. Sinon, la naissance de cet être est survenue vers l'an 1500, traduit en année terrestre, après l'édification du premier gouvernement planétaire sur Umo. Bon, on peut penser par certains indices que cela s'est situé, voici, 3500 ans terrestres, hein, mais bon, j'ai pas de réelle certitude là-dessus. Alors l'histoire de tels êtres charismatiques et dont la moralité est exemplaire, puisqu'elle provient en droite ligne de Dieu, provoque souvent des remous dans les sociétés dans lesquelles ils sont plongés, hein, ne serait-ce que parce que les autorités religieuses, politiques, etc., hiérarchiques, font souvent preuve d'un manque de morale. Et c'est ainsi que l'histoire d'Umowoa, sur sa planète, ressemble fort étrangement à celle de Jésus. C'est-à-dire qu'il fut un ingénieur pour sa civilisation et qu'il finit condamné à mort et torturé. C'était un jeune homme qui faisait partie des nombreux esclaves chargés de construire une centrale d'énergie solaire sous le règne de la despotique et cruelle Huiyé I. Lors de cette période, il eut d'innombrables sujets de discussion avec son entourage, des causeries, dont 1200 ont été enregistrés sur des rouleaux de Doro, c'est-à-dire décrits comme des bandes optico-acoustiques, c'est-à-dire l'équivalent d'une cassette vidéo finalement. Ils nous fournissent d'ailleurs 19 de ces causeries, qui s'appellent des Tahaou, sur un ensemble de 1200. Alors, je vais peut-être vous en lire une, pour vous montrer effectivement le ton qui est donné, et qui ressemble fort effectivement au ton de nos évangiles. Hein.
Alors, je vais lire le numéro 340, le Tahaou 340, qui est aussi, ils nous disent, ouaa, c'est-à-dire qui est considéré comme une loi morale. Vous n'aurez d'autre objectif suprême tout au long de vos vies sinueuses que d'essayer de respecter et aimer les autres hommes. Si vous ne parvenez pas à cela, vous pouvez considérer que votre fugace passage sur Oumo aura été un échec. Si lorsque ton frère souffre, ton affectivité ne s'émeut pas, si, quand ton frère est dépourvu de moyens, tu n'essaies pas de l'aider, si tu ne t'identifies à ses problèmes et si tu n'essaies pas de les comprendre, n'attends pas que Dieu considère ton âme conforme à l'image que sa grandeur a d'elle. Voilà. Et voilà, tous les textes sont aussi beaux, aussi forts que celui-ci. Alors, il a été donc recherché par la police pour ses causeries séditieuses, et il a fini par se livrer lui-même. Alors, il fut inclus dans un groupe de condamnés qui servait de personnes sélectionnées pour servir de victimes dans des expérimentations scientifiques, selon l'ordre donc de la chef planétaire qui s'appelait Wei 1, qui exigea qu'on recherche le procédé de mise à mort le plus douloureux. Donc son épiderme et sa moelle épinière furent l'objet d'une vivisection. Alors je ne sais pas si c'est pire que de souffrir sur la croix. Je pense que c'est pas mal aussi dans le genre. Alors c'est là qu'intervient une des particularités de ce type d'homme-dieu dont je n'ai pas encore parlé, c'est que alors que le processus de torture était en cours, Oumoua disparut. Il se volatilisa. Il y a eu 7 témoins visuels qui assistèrent à la dématérialisation et d'ailleurs qui furent ensuite condamnés à mort par la régente qui était hors d'elle. Et cette dématérialisation de l'homme-dieu est longuement expliquée dans les textes. Il s'agit en fait d'un phénomène physique, et non pas d'un phénomène miraculeux, religieux. C'est un phénomène physique qu'ils comprennent. L'explication qui nous en est donnée est que la fonction pensante et consciente de cet homme-dieu atteint à un moment paroxystique un tel degré de puissance que la conscience collective à laquelle il est connecté est mise en danger. Et cela déclenche son rapatriement de force au sein d'elle-même. Les hommes sont des capteurs d'informations pour la conscience collective, au même titre qu'un micro capte les sons et les envoie à un amplificateur qui les traite, par exemple. Et là, on assiste à une sorte d'effet Larsen. C'est-à-dire qu'à cause d'un micro trop sensible, qui met l'amplificateur et les baffles en danger, eh bien, voilà, le système est mis en danger et provoque une correction. Donc, on peut aussi imaginer que l'homme-dieu, dont les processus intellectuels et émotionnels sont captés par la conscience collective, met la libre et graduelle évolution de celle-ci en danger, puisque à travers l'homme-dieu, donc, filtre les pensées de Dieu. Alors, tout ça, cela pose des questions sur notre propre histoire chrétienne. Pourquoi l'histoire du Christ précisément? Mais parce que les Oumites ont mis en évidence une parenté entre Oumoua et Oyaga Oa. Oyaga signifiant la terre, l'homme-dieu de la terre, le Christ. Donc ils affirment que ce fut le Christ. D'une part parce que sa doctrine déborde en grandeur et en profondeur par rapport aux idées philosophiques développées par d'autres. Ensuite, il est le seul prophète qui a eu l'immense culot de se faire passer pour le fils de Dieu, quand même. Les autres entendent des voix, entrent en transe, voient un ange, mais Jésus, non. Il affirme « Qui me voit, voit mon Père. Le Père est en moi, et moi dans le Père. » Saint Jean dit d'ailleurs « Jésus est le Verbe de Dieu. » Alors, cela illustre, à mon avis, effectivement, une merveilleuse connexion informative avec le Créateur. Alors, les doctrines entre Oumoua et Jésus de Galilée sont également semblables. Et s'il n'y a pas d'église sur Oumo, au sens de l'institution, cela ne traduit pas une divergence. Il ne faut pas oublier que Jésus n'a jamais prétendu fonder une église et que la chrétienté a été construite par des hommes. Il y a aussi un parallèle frappant entre la dématérialisation d'Oumoua et l'ascension du Christ 40 jours après sa crucifixion. Alors là, vous me direz que la crucifixion a tué Jésus, qui a ressuscité, et ce qui fait une différence notable. Eh bien, faux, entièrement faux, disent les Oumites, qui disent avoir analysé le Saint-Suaire. Donc d'après eux, oui, alors là, donc on va parler du Saint-Suaire, parce que c'est un moment important.
Donc d'après eux, le sang du suaire était un sang provenant d'une personne en vie et non pas d'un cadavre. Ce qui signifie que le Christ ne serait pas mort en croix. Ce qui implique qu'il n'y a pas eu finalement de résurrection, le miracle suprême et fondateur de l'Église. Le Christ ne serait pas mort et finalement, ce qui explique sa prédiction pendant 40 jours après la crucifixion. Par contre, comme Umuoa, il se serait effectivement dématérialisé, c'est-à-dire c'est l'ascension finalement, 40 jours après. Alors, l'Église, d'après les Humites, l'Église aurait découvert cela en 1898. Cette particularité du sang vivant encore imprégnant le Saint-Suaire, le Saint-Don. Et le clergé paniquait, puisque ça remettait tout en question, notamment donc la résurrection, aurait décidé de fabriquer un faux suaire qui sera réalisé en plusieurs étapes et finalement réalisé de façon assez convaincante en 1928. Il l'aurait fait à partir d'un moule en fer, reproduisant un homme, qui aurait été chauffé à 230 degrés. Bon, je vous passe les détails. Il y a plusieurs lettres qui en parlent et qui rentrent beaucoup dans les détails. Alors, donc les Humites ont, disent-ils, emporté des objets historiques, archéologiques ayant trait à la vraie vie de Jésus. Des rouleaux métalliques, disent-ils. En fait, des rouleaux, on pourrait faire une comparaison avec les rouleaux de Qumran. Ces objets démontreraient que la vie de Jésus n'a pas été conforme à celle que l'Église nous a inculquée. Ces pièces à conviction, si elles étaient connues, déstabiliseraient l'Église. Donc ils disent qu'ils les rendront à la terre lorsque celle-ci sera en mesure de supporter le choc culturel de cette révélation. Alors, par conséquent, c'est vrai que c'est une remise en cause pour l'Église. Jésus, à ce moment-là, n'est pas venu pour sauver du péché originel, car il n'y a pas de péché originel. Il est venu pour informer. Ce qui peut, dans certains cas, se comprendre comme sauver lorsqu'une civilisation va vers la catastrophe, par exemple. Donc, pas de péché originel, pas de résurrection, pas de rachat collectif. Bon, il n'y a pas matière à rachat puisqu'il n'y a pas de péché à l'origine. Pas de virginité de la mère du Christ, un Ancien Testament complètement hors sujet. Et ensuite, donc, une tromperie historique, car l'Église serait au courant d'une partie de ce qui va à l'encontre du dogme. Voilà, donc admettez que la papauté a de quoi trembler sur sa base. De surcroît, il n'y a pas d'envoi direct ordonné par Dieu le Père non plus, puisque la naissance du Christ à cette époque particulière, d'après les lois biologiques qu'ils ont mis en évidence, elle serait due au hasard. Que le Christ aurait pu naître une femme, 1000 ans plus tôt ou 1000 ans plus tard. La loi biologique de l'évolution dit qu'un homme-dieu doit naître un jour, sans dire où ni quand. Alors, une fois cette naissance effectuée, les Humites nous apprennent qu'il se produit un effet de rejet. La conscience collective n'autorise plus aucune naissance d'homme-dieu sur la planète avant un temps extrêmement long. Un temps qui se chiffre en millions d'années, dans une fourchette constatée entre 1,4 million d'années et 38 millions d'années. Lorsque cette durée s'est écoulée, renaissent alors des hommes-dieux. Des hommes-dieux qui, tout comme le premier, n'ont pas de descendance, qui ne peuvent pas se reproduire, et qui, tout comme le premier, ne meurent pas de vieillesse. Ils se dématérialisent à un moment de leur vie, un moment très, très prégnant de leur vie, très important, très intense, très paroxystique. Voilà, donc plusieurs siècles après ces naissances d'hommes-dieux, les naissances se sont faites tellement nombreuses que la race humaine d'origine, en fait, est en voie d'extinction. Les Christ, qu'on peut les appeler comme ça, les hommes Christ s'évaporent, tandis que les Homo sapiens de la vieille race se reproduisent de moins en moins. Et un beau jour, la planète se retrouve vide. L'humanité a terminé son cycle d'incarnation. La conscience collective a donc atteint une certaine forme d'apogée, et nous ne savons pas ce qui se passe après, ils ne nous le disent pas, et je ne sais pas s'ils le savent. Et tout le monde a rejoint le point oméga ? Alors, je crois que Teilhard voit encore plus loin lorsqu'il parle d'oméga.
On va faire une pause musicale, Christelle Saval. Vous êtes à l'écoute de La Vague d'OVNI, comme chaque mardi à partir de 23h, comme chaque dimanche de 14h à 16h. Là, il est question de la vie sur la planète Humo et surtout de sa partie métaphysique qui nous a été communiquée par des lettres reçues par une poignée de terriens depuis 1965-67. Donc ça fait 40 ans que ça dure cette affaire et l'instruction que donnaient les humites aux destinataires des lettres était « Gardez ça pour vous, sinon vous ne recevrez plus rien ». Donc il n'y a aucune intention chez ces gens-là, même s'il s'agit d'un faux grossier fabriqué de main d'homme, il n'y a aucune intention de populariser la chose. Alors rendez-vous compte, 1300 documents à ce jour reçus en 40 ans, ce serait une manœuvre étonnante, spectaculaire de la part d'un service dédié spécialisé. 40 ans d'application confidentielle à destination de 40-50 personnes avec, pour maître mot, n'en parlez pas, sinon on ne vous dira plus rien. Ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI. Notre invité est Christelle Saval. Il vient de publier, là tout récemment, chez JMG, donc un épais bouquin, Humo, U2MO, Humo, un dieu venu d'ailleurs. Voilà, chez JMG. Il nous fait une sorte d'exposé, libre exposé. C'était la formule retenue plutôt que le question-réponse. Alors, on en était au Messie. Chaque planète a eu son Messie, et pas seulement d'une, et pas seulement la Terre. On continue. Référence à Frank Herbert. Oui, en passant. Un auteur magnifique, oui. Mais là, il s'agit pas de science-fiction, hein, et il s'agit pas de secte non plus. Hein. C'est de l'information ouverte, hein, qui se discute sur un réseau public, notamment humoscience.org, où il y a beaucoup de personnalités scientifiques qui travaillent sur le sujet parce que la plupart des lettres ont un contenu scientifique. Bon, alors, c'est pas le cas ce soir où je parle de métaphysique, bien sûr, mais allez voir sur humoscience.org et vous verrez que cela n'a absolument rien de sectaire et que c'est juste de l'information intéressante. Voilà. Je rebondis aussi sur le Didier Deplèche qui parlait de mon livre pour dire que la suite de ce livre va sortir en janvier 2005 et parlera bien de métaphysique humaine ce coup-ci, de critique des dogmatismes religieux entre autres et du phénomène de NDE, ce qu'on appelle expérience de mort imminente. Tout ça en relation avec les informations ou mythes, parce qu'il y a des parallèles très intéressants à faire sur le sujet. Et qu'ensuite, au printemps, sortira un troisième livre, toujours en relation avec le dossier Humo, mais qui là va s'adresser plus aux passionnés d'OVNI, puisque j'y aborde, disons, toutes les énigmes à l'intérieur de l'énigme. Les crop circles, les mutilations animales, les enlèvements d'humains, les mariophanies, etc. Sous un nouvel éclairage. Donc, ça sera une surprise, parce que je ne veux pas en parler maintenant, parce que je propose une nouvelle thèse explicative qui, à mon avis, est fort intéressante. Voilà. Alors, Christelle Saval, nous sommes forcément amenés à nous revoir en janvier et au printemps 2005. Merci Didier, c'est ce que j'attendais de ta part. En tout cas, pour la suite, oui. Je m'abonne. Alors ici et maintenant, continuons. Alors, on va continuer avec les lois morales. Le bien, le mal, parce qu'évidemment, dans une métaphysique, c'est un discours extrêmement important, central. Hein. Qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal? Alors, les Oumites nous apprennent que les lois morales, cosmiques, finalement, ont une existence palpables, elles sont aussi présentes et nécessaires à l'existence du cosmos que les lois physiques. Les lois physiques qui déterminent l'attraction des corps, la chimie du carbone, etc., etc. Mais les lois morales ne sont pas de nature déterministe, c'est-à-dire que l'homme n'est pas obligé de s'y soumettre. L'homme est libre. Les lois lui sont soumises de différentes manières, subconscientes, très souvent, et il est libre de les accepter. Vous touchez un point intéressant. Jean-Pierre Petit a d'ailleurs beaucoup réfléchi, et il n'y a pas que lui,
Alors, les Oumites nous parlent de leur informatique, de leur ordinateur, ils nous décrivent leur hard, ils nous décrivent leur réseau, tout ça c'est très 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 intéressant, et moi qui suis informaticien de métier, je peux vous dire que c'est du solide, hein, c'est pas n'importe quoi, contrairement à ce que pouvait en dire Jacques Vallée dans son livre en 92, je crois, qui s'appelait Révélation. On se demande des révélations sur quoi. L'informatique Oumite est une informatique vraiment de pointe. Et aussi bien à travers leur réseau que leur processeur d'information, etc. Et quant au soft, bon, ils ne nous en disent rien, mais on comprend à travers leurs lettres que ce sont des softs basés sur la logique tétravalente. Ça, c'est quasiment certain. Et cette logique multivaluée, ce n'est pas une nouveauté sur Terre, hein. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent des logiques floues ou des logiques multivaluées dans l'informatique, en mathématiques, en logique, etc. Mais ce ne sont pas des logiques qui sont applicables à l'ensemble du monde. Or là, bien, c'est ce qu'on cherche, hein. C'est une logique universelle. Alors, Jean-Pierre Petit, lui, sa crainte, c'est de voir, par exemple, la réalisation d'une véritable intelligence artificielle, justement basée sur des concepts de logique à 4 positions, et que cette intelligence artificielle tombe entre les mains, par exemple, des militaires, hein, qui... ça, c'est la montée classique chez Petit. Oui, oui, mais... Sans lui donner tort pour autant, mais c'est sa crainte permanente. Oui, c'est vrai, c'est sa crainte permanente, mais je pense qu'il n'a pas tort. Disons qu'aujourd'hui, il faut avoir... beaucoup d'argent pour faire des recherches de pointe dans ce domaine-là, et il est certain que les militaires, notamment les Américains, sont bien placés pour disposer de l'argent du contribuable. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas le fait que notre langue véhicule vraiment beaucoup de mots-objets, hein, qui n'en finissent pas de s'entasser, qui soient réellement un handicap, d'après les Oumites, c'est la structure logique inhérente aux langues qui est le véritable vice caché. La logique binaire enferme la pensée. Cela nuit au développement, cela suscite une pensée dogmatique en fait, hein, quel que soit le domaine, la religion, l'économie, la politique. Cette pensée dogmatique basée sur le tiers exclu et sur la négation réduit de par son formalisme les possibilités d'expression. Et ce, de manière complètement inconsciente, hein. Nous avons tous cette tendance à transformer toute opinion, toute hypothèse un tant soit peu valable en système établi, et donc en vérité du moment. Or, ce qui n'est pas vrai est faux. Donc, ce qui n'est pas le modèle établi du moment se voit attribuer cette valeur faux. Et c'est là réellement le point faible de notre civilisation. Et les Oumites, en faisant référence aux travaux de Bertrand Russell sur la refonte du langage, ont soulevé un point extrêmement intéressant, un de plus. Voilà. J'attire aussi l'attention sur donc les travaux qu'il y a à faire dans ce sens-là, hein. Je verrais très bien, par exemple, des logiciens, une équipe multimodale avec des logiciens, des historiens, des sociologues, des ethnologues, etc., des historiens, donc faire un travail sur les méfaits de la logique aristotélicienne dans notre société. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant, au-delà même, donc, après des développements de la logique tétravalente. Ils ont un lieu pour ça en particulier, c'est l'une des 5 listes Humosciences. Oui, tout à fait. Connectez-vous, allez regarder, c'est très très intéressant. Évitez de les embêter avec des préoccupations d'ordre taux-les-boulons, de vous préoccuper de l'origine des lettres, vrai, faux, etc., mais de travailler avec eux sur le contenu. Oui, je crois même que dans la charte Humosciences, il est interdit de parler justement de la provenance des lettres, vrai ou faux. Considéré comme une perte de temps. Voilà, tout simplement parce que c'est un débat qui a le droit d'exister, hein, mais qui est un débat vraiment mangeur de temps et qui fait pas avancer les choses. Donc il y a d'autres places pour débattre de cela. Voilà. Maintenant, un dernier chapitre qui peut aussi apparaître en décalage par rapport à la métaphysique, mais en fait qui ne l'est pas du tout parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour les Oumites, la métaphysique n'en est pas, c'est de la physique, hein. Ils ne font pas de séparation. Et toute la physique Oumite est basée sur un constituant ultime et fondamental, un concept que l'on ne connaît pas et qu'ils nous décrivent,
et qui est absolument passionnant. Alors, ce constituant, c'est non seulement le constituant de la matière, mais aussi de l'espace, du temps. En fait, le constituant de toute la création. C'est une brique de base que l'on retrouve dans chacun des univers du pluricosmos, y compris l'univers des consciences collectives, y compris l'univers des âmes. Alors, c'est, Didier en avait parlé un peu, il avait dit le mot tout à l'heure, c'est l'Ibozo-ou. En abrégé IU. Voilà, oui, parce que bon, c'est un peu facile à dire quand même. Alors, l'énorme différence avec nos conceptions tient au fait que l'Ibozo-ou n'est pas du tout assimilable aux plus petits grains de matière qui puissent exister, comme le quark ou une sous-particule du quark. L'Ibozo-ou n'est pas localisable dans l'espace, c'est-à-dire que quel que soit l'instrument utilisé, ou la finesse du microscope ou de la puissance de l'accélérateur de particules, il n'est pas possible d'accéder à l'Ibozo-ou et d'en observer un. Il existe seulement en tant que modèle mathématique fonctionnel. Cela veut dire une chose capitale, c'est que nous, humains, ou mythes aussi, n'accéderont jamais à la réalité ultime et sous-jacente. C'est-à-dire que même avec les meilleurs instruments du cosmos, eh bien, on ne peut approcher la réalité que par une progression asymptotique, mais on ne peut jamais l'atteindre. Elle est et restera hors du portée du genre humain. Voilà, l'Ibozo-ou, on va essayer de le décrire maintenant. Alors, il n'a pas de masse, il n'a pas de localisation spatiale, il n'a pas d'énergie. On peut se le représenter comme un faisceau de flèches, un genre d'oursin qui comporterait des axes qui ne se touchent pas pour exprimer leur indépendance. Il n'a pas de signification en tant que quantité unique. C'est-à-dire un Ibozo-ou n'a pas de sens, il ne peut s'envisager au minimum que par paire. Et ce qui est essentiel, ce sont les variations des positions axiales entre deux Ibozo qui sont porteuses de sens. Ce sont elles, ces variations angulaires, qui créent la matière, qui créent l'espace, qui créent le temps, dans une construction à 10 dimensions. Et au passage, je souligne qu'en 1967, date de publication des lettres sur les Ibozo, les 10 dimensions sont une nouveauté totale. La théorie des supercordes, qui est la première, qui fait apparaître elle aussi 10 ou 11 dimensions ou plus, n'apparaît qu'en 1980. Et ce modèle est vraiment différent d'une autre aussi sur un autre point, c'est que la construction ou mythe du modèle de l'univers est une construction discontinue, discrète. Alors que nous, on l'appelle le continuum spatio-temporel, qui est défini par Einstein, est comme son nom l'indique, continu. C'est-à-dire que le temps, les distances sont conçus classiquement comme des grandeurs continues. Seule la matière est quantifiée, ou en voie de quantification. La gravitation, elle ne l'est pas encore du tout. Or, les mythes disent que l'univers entier est discret au sens mathématique. Prenons l'exemple du temps. Le temps, ou mythe, comporte un intervalle minimum. Le temps avance par paliers, comme la trotteuse d'une montre qui avance pas à pas, à tic-tac, tic-tac. Et c'est pareil pour l'espace tridimensionnel. Il existe une distance minimum entre deux objets de l'espace physique, une distance qu'on ne peut raccourcir. Et je crois qu'elle coïncide d'ailleurs avec la longueur de Planck, de 10 puissance moins 33 cm, je crois. Entre deux Ibozo, c'est un intervalle angulaire entre deux axes correspondant à la même dimension, donc qui fondent le temps ou l'espace ou la masse. Donc qui fondent la dimension du temps, les 3 dimensions d'espace et les 6 dimensions qui correspondent à la masse et à la charge. La plus petite unité de temps ou de distance donc correspond à la plus petite variation angulaire entre deux axes appartenant à deux Ibozo connectés. Alors, ce qui pose des problèmes d'outillage mathématique pour les physiciens qui planchent sur un tel concept. Le calcul intégral, par exemple, n'est plus fonctionnel sur un discontinuum spatio-temporel. Et aujourd'hui, les outils mathématiques de manipulation d'un espace discret restent à compléter. Donc, l'Ibozo est l'entité élémentaire cosmique composée par un faisceau d'axes qui ne peuvent se couper entre eux, liés à d'autres Ibozo par des relations de caractère angulaire et qui forment les dimensions. Alors, les métaphores imagées pour comprendre un peu mieux, parce que là, pour l'instant, c'est assez abscon.
Alors, la théorie des Ibozu flanque par terre le concept de la matière, un concept particulaire. Parce que nous croyons dur comme fer en la réalité, au niveau le plus fin de la matière, d'une particule, une particule qui existerait en tant que telle. Et nous l'imaginons se déplacer, traverser l'espace d'un point A à un point B. Et les Zumites affirment que cela est erroné. La réalité, ça serait plutôt un océan d'Ibozu. 2 Ibozu sont connectés entre eux à un moment donné. Leur variation angulaire génère la particule que nous observons dans notre univers. La particule se déplace. En réalité, c'est qu'un 3e Ibozu a subi une variation angulaire. Et la particule devant se comprendre comme la matérialisation d'un point onde qui se propage au sein des Ibozu. Alors, imaginez que la particule soit une ampoule électrique allumée. La particule se déplace. Est-ce que c'est l'ampoule allumée qui s'est déplacée ? Ah oui, ça c'est l'exemple d'un journal lumineux. Voilà, c'est ça. C'est à l'ancienne. Voilà, c'est qu'il y a une guirlande d'ampoules et que l'ampoule allumée s'est éteinte et que c'est l'ampoule voisine qui s'est allumée. Alors, de loin, on a l'illusion que la lumière avance, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une succession d'ampoules qui s'allument et qui s'éteignent. Alors, il y a aussi une métaphore qui est très belle, c'est à l'école, donc les Zumites ont coutume de dire aux tout petits enfants que les Ibozu sont comme une infinité de libellules dont les ailes ne sont jamais superposables. Leurs ailes étant toutes orientées dans des positions différentes, dans des axes différents. Alors, ne nous forgeons pas non plus une représentation mentale d'ensemble d'Ibozu où chaque ensemble constituerait un des univers du multi-univers. Non. Un Ibozu peut participer à la matérialisation d'une particule de notre corps et simultanément participer à la matérialisation d'une particule d'une autre galaxie, d'un autre univers, tandis que certains de ces axes génèrent l'espace, le temps, ici et là. Et c'est cette théorie notamment fonctionnelle, puisqu'elle leur donne accès à d'autres univers, elle leur permet de changer d'univers, de voyager à travers les univers, d'accéder notamment à notre univers couplé. Alors là, bon, il faudrait faire référence à tous les travaux de Jean-Pierre Petit sur l'univers couplé. Hein. Je rappelle au passage que Jean-Pierre Petit a réussi l'intégration dans la formule d'Einstein qui modèle l'univers, de l'introduction de cet univers couplé au nôtre. Alors, oui, j'avais dit en introduction, peut-être que les auditeurs ne se rappellent pas, que les univers, en dehors donc des consciences collectives, des âmes, etc., étaient conjugués 2 à 2. Effectivement, c'est comme ça qu'ils nous présentent les choses, des univers couplés 2 à 2, et que les Zumites nous disent que grâce justement aux Ibozu, à leur connaissance des Ibozu, ils sont capables d'inverser les axes des Ibozu, ce qui leur permet de se dématérialiser de notre univers et d'accéder à un autre univers, et un autre univers couplé, par exemple. Ce qui leur permet de voyager et de venir nous donner des informations très intéressantes. Alors, Christelle Savala, à propos des IU, justement, ça peut paraître assez abscon comme ça, surtout en radio, sans aucun schéma. Sachez que sur l'une des listes du mot science, par exemple, le débat est très chaud par période, en ce moment en particulier sur les Ibozu, et permet de constater ce débat produit des travaux intenses. Là, j'ai imprimé un document de 10 pages illustré. Les gens planchent, voilà comment ils travaillent, ils planchent, ils produisent leurs travaux en document Acrobat Reader, par exemple, et chacun étudie et surenchérit, accommode, et c'est extrêmement fertile. Rien que ce concept d'Ibozu peut entretenir une liste à elle seule. Oui, un dernier point là-dessus. Il y a, à ma connaissance, un physicien canadien donc qui participe à la liste du mot science, qui s'appelle Benedictus Servan, qui a réalisé un travail de plusieurs années, qui a réalisé un travail merveilleux, puisque il est arrivé donc à partir de la modélisation mathématique des IU, il les a appelés des nœuds d'axes orientés. Enfin bon. Et il a réussi à retrouver les résultats de la relativité restreinte d'Einstein. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la vitesse de la lumière, notamment, une vitesse qui serait déduite de l'inversion des axes d'espace et du temps.
il a retrouvé les propriétés de dilatation temporelle et de contraction des longueurs. Voilà, ça déjà c'est un travail phénoménal qui tient en plus de 10 pages et qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail sérieux, et ça se trouve sur la liste Humosciences. Alors, pour continuer un peu sur les IU, les UMIT nous donnent des images pour mieux les réfuter aussitôt après. L'image d'axe orienté, il nous laisse penser qu'on pourrait échafauder un concept de ligne fléchée, mais pas du tout. Il n'y a aucune ligne puisqu'il n'y a pas d'espace. Toutefois, ça a pu servir pendant un temps à la démonstration. Une autre démonstration s'appuie sur l'idée de polyèdres à face parallèle qui soit de taille infinitésimale. Ok, on peut utiliser ça pendant un temps pour voir. Et ça a évoqué pour moi les premières tentatives d'impression d'images en relief où on avait affaire à des surfaces granuleuses en matière plastique superposées à 2 images intermêlées prises par 2 appareils photo. Et effectivement, en bougeant la surface, on s'aperçoit qu'il y a 2 réalités superposées. Maintenant, imaginons que ce soit de la 3D et que ce soit un bloc. Et à chaque endroit du bloc, il y a autant de réalités que l'on veut, rien qu'en changeant d'axe. Alors oui, ça tient la route, le temps d'être dit, et à peine est-ce dit que déjà ce n'est plus ça. Ce ne sont que des outils conceptuels temporaires, parce que on est invité à une révolution complète, quand par exemple on nous dit qu'il n'existe pas de localisation de points géométriques, et que nos conceptions sont virusées d'avance, de naissance, par l'idée de points localisables. Donc ce ne sont que des outils d'emprunt pour essayer de produire une révolution mentale. Oui, ils nous disent que nos sens nous trompent et que notamment nos constructions mentales aussi nous trompent. Par exemple, la géométrie euclidienne. Ils en ont beaucoup après la géométrie euclidienne, parce que c'est vrai qu'on s'est forgé au fil du temps une représentation de l'univers. On voit un volume, un plan, des droites, des points. Mais le vice là-dedans, c'est que l'on a l'impression que c'est la réalité sous-jacente de l'univers, que cela a une réalité, alors que pas du tout, puisque justement les Umites nous disent que ce qui est beaucoup plus proche de la réalité, c'est les ibozoou, et ces ibozoou n'ont rien à voir justement avec ces figures géométriques simples. Alors on peut les appeler des particules de réalité, mais ce n'est encore qu'une image, parce que ce ne sont pas non plus des particules. Bref, difficile d'approcher l'éléphant, sauf à toucher tantôt la queue, tantôt les jambes, tantôt la trompe, mais c'est impossible à saisir conceptuellement d'emblée. C'est pourquoi ça produit des travaux mathématiques extrêmement denses, et puis une recherche effrénée d'images toujours plus belles, plus percutantes, mais malheureusement jamais définitives. Oui, alors ils nous disent aussi que nos physiciens perdent leur temps finalement en essayant de casser la matière et de trouver toujours de nouvelles particules. Ils nous disent que c'est un peu comme poursuivre les rayons du soleil, c'est-à-dire ou les reflets du soleil. C'est-à-dire que effectivement, plus on mettra de puissance à casser la matière, et plus on fera d'éclats, et que passer notre temps à répertorier tous ces éclats finalement, eh bien, ça fait pas avancer les choses, c'est plutôt une perte de temps. Le constituant ultime, n'étant pas matériel, étant justement cette chose. On commençait à s'en douter. Mais là, ils insistent sur l'angulaire. Là, c'est le quotient angulaire qui est porteur du codage de l'information. Et ça, c'est le point important. Oui, ils vont très loin. C'est-à-dire qu'ils disent que le temps, c'est de l'information, et l'information et le temps sont des ibozou qui, en fait, c'est une théorie qui est très fertile, mais c'est vrai très difficile comme ça à expliquer parce que ça échappe au sens commun, ça échappe complètement. D'autant que le sens commun, on en vient au psychovirus, est virusé par des connaissances que l'on pensait acquises et qui sont apprises depuis tout petit et dont après on a le plus grand mal à se défaire. Oui, alors là, je vois ce à quoi vous faites référence. C'est que ils en ont après aussi notre système éducatif et puis notre société qui nous abreuve de messages tout faits, de conceptions toutes faites. Et en cela, ils disent que nous, effectivement, nous sommes conditionnés
et nous percevons des choses, finalement, des conceptions mentales qu'on pourrait traduire par des psychovirus. C'est-à-dire que, ensuite, ça se propage. Ça s'appelle sens commun, mais c'est entièrement faux. Voilà. Alors, tout n'est pas faux, bien sûr, tout n'est pas à rejeter, mais il faudrait qu'on se méfie beaucoup plus qu'on ne le fait de notre sens commun et des conceptions toutes faites que l'on nous a inculquées et qui nous paraissent pourtant évidentes. Vous faisiez allusion tout à l'heure, Christelle Seval, à des auteurs qui ont voulu dénigrer le système. Mais pour ma part, j'observe la situation depuis un bout de temps déjà. Ceux qui en parlent le plus sont souvent ceux qui ont le moins étudié les textes. Et profitant de leur renom, assènent des avis qui se veulent définitifs. Et lorsqu'on questionne un peu, on s'aperçoit qu'ils ont lu, oui, certes, 30%, 25% des textes. Et ça leur a suffi. Ils ne sont pas tombés sans doute sur des pages suffisamment informées, riches d'informations, ou bien surinformées par rapport à l'état de leur connaissance. C'est comme de demander à un Nobel de physique qu'est-ce qu'il pense de la télépathie. C'est pas son sujet, c'est tout. Donc chacun devrait plus modestement rester à son niveau. C'est juste pour montrer que on est tenté à un niveau de notoriété d'asséner des choses, d'asséner des vérités, hors de son domaine de compétence. Ou même dans son domaine, en pensant que c'est la vérité optimale et ultime, alors qu'en fait, tout ce que l'on produit, ce sont des modèles qui se rapprochent de la réalité sans la toucher, et ces modèles sont perfectibles. On l'a vu en passant de Newton à Einstein, par exemple, et jusqu'à la prochaine fois où le modèle Einstein sera remis en cause par un modèle meilleur qui décrira mieux donc les observations de l'univers. À condition, Christelle Seval, de ne pas s'accrocher au privilège que confère le Nobel daté, disons, de telle époque, et penser qu'on va faire durer 20 ans de plus un prestige qui tendrait à disparaître, à se laisser supplanter. Oui, alors là, c'est un grand débat de société. Là, c'est vrai qu'avant, il y a quelques siècles de ça, la science était dans une logique de contestation. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. La science est dans une logique de conservation. La science, maintenant, ce sont des chapelles, des systèmes de croyances, et effectivement, on assiste à des choses absolument terribles pour l'esprit. C'est-à-dire que les scientifiques mandarins ont pris le pouvoir et empêchent d'autres scientifiques de publier leurs travaux sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme eux. Enfin, ça, c'est un grand débat. Je crois qu'il faudrait plus d'une émission pour en faire le tour. Alors, je voudrais terminer la présentation métaphysique par cette fonction transcendante de l'homme dans le cosmos, d'après les Zoumites. Alors, rappelez-vous la traduction de l'âme Bouawa, qui est contribution informative obligatoire. Voilà, c'est ça notre rôle. C'est de contribuer à informer la conscience collective. Et la conscience collective, et l'univers des consciences collectives, c'est le cerveau vraiment de l'univers multiple. Et c'est aussi ces mains qui façonnent la totalité des univers par le biais de la masse imaginaire, qui influence la structure physique des univers qui se développent. C'est un grand être libre qui se réalise, qui évolue vers un point de fusion des consciences que nous ne pouvons même pas envisager, et qui se réalise grâce à une boucle de rétroaction de type cybernétique. Alors je m'explique, cet univers multiple autocapte de l'information sur ce qui se passe en son sein et corrige et affine les actions qu'il entreprend en fonction des résultats obtenus. Et bien sûr en fonction de son intention, de son plan de construction aussi. C'est un feedback essentiel à son évolution, exactement de la même façon que nos yeux regardent ce que nos mains font quand elles donnent naissance à une poterie en argile, par exemple. Si une déviation est constatée par rapport à l'intention, un processus de correction est entamé. Alors là, on peut noter la clairvoyance d'un physicien et épistémologue connu, qui s'appelle Erwin Laszlo, qui dans sa théorie de la DSQ, de la dynamique subquantique, déclare que l'univers, lui il connaît que notre univers, a besoin obligatoirement d'un feedback pour évoluer dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de la complexité croissante.
Donc lui, il a analysé ça comme ça. Il faut forcément quelque part un feedback, sinon on ne pourrait pas aller dans le sens de l'orthogenèse de l'univers. Ce qui implique forcément aussi l'existence donc d'une physique informative et donc d'une vitesse quasiment infinie pour véhiculer l'information. Et c'est exactement ce que nous disent les zoomites. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'univers autocapte de l'information sur lui-même par un phénomène de feedback à travers une physique justement qui offre des vecteurs à vitesse infinie pour véhiculer l'information, par exemple la masse imaginaire, par exemple les effets frontières entre univers, etc. Et ce grand univers qui capte ce qui se déroule à l'intérieur de lui, eh bien, par de multiples capteurs. Que sont ces capteurs en fait? Eh bien, ce sont les yeux, les oreilles, tous les sens et tous les cerveaux des hommes et des femmes qui le peuplent. Et cette information est bien véhiculée par des effets frontières quasiment instantanés. Voilà. C'est notre rôle de capter pour le service de l'univers, le rôle que notre âme doit jouer au mieux de ses capacités. Et c'est une contribution informative pour cet univers de la conscience collective, une contribution obligatoire à la réalisation du grand œuvre. En fait, quand nous visualisons je sais pas, quelque chose d'agréable, une odeur, l'odeur d'une fleur par exemple, hein. Nous la sentons, nous touchons la fleur pour notre plaisir, croit-on. Mais non, le plaisir en fait est un miroir aux alouettes, c'est pour le service de l'univers global que nous percevons, le plaisir étant incitatif. Mais notre rôle n'est pas seulement passif, il ne consiste pas seulement à regarder, à transmettre ce que nous voyons au grand cerveau collectif. Nous sommes réellement co-créateurs de l'univers. Nous participons par nos pensées et par nos volontés à la définition de l'objectif, en quelque sorte. L'univers sera ce que nous en ferons. L'homme pense, donc je suis, dit l'univers. Alors je ne sais plus qui est l'auteur de cet aphorisme, mais il résume bien la fonction transcendante de l'homme dans l'univers, telle que vue par les zoomites. Alors, pour terminer, un petit clin d'œil. Lorsque les zoomites ont commencé à adresser des lettres à des interlocuteurs peu nombreux et choisis, c'était aussi pour analyser la réaction des hommes qui liraient ces lettres. Hein. Donc en fait, on le sait, ils ont analysé leurs réactions neurocorticales, etc., leurs émotions. Eh bien peut-être que ce soir, vous, auditeurs, peut-être que vous avez été sondés, testés, par un appareil étrange venu d'Oumo. Qui sait? Alors ça c'est en conclusion, Christelle Seval. On va rappeler le titre du livre, Humo, un dieu venu d'ailleurs. C'est publié chez JMG et c'est en attente de 2 autres ouvrages à paraître début 2005. Ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, présentée et produite par Didier Deplège, Alex à la réalisation.